Bonsoir à toutes et à tous. Rien n'est impossible. Soirée exceptionnelle, en direct et en public sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Vos 30 propositions de loi citoyennes. Le 7 janvier dernier, sur RMC et RMC Découverte, nous vous demandions de nous envoyer vos propositions pour faire avancer la France dans cette crise des Gilets jaunes. Construire au lieu de détruire. 25 000 contributions reçues. Nos journalistes RMC Découverte ont retenu les 60 propositions le plus souvent citées. Et depuis le 15 février, vous pouvez voter. Vous votez pour dresser la liste de vos 30 propositions de loi citoyennes. Découvrons les votes. Chiffre 2. « 93 283 votants. C'est un succès considérable. Depuis le 14 février, en 10 jours. 93 283 votants. Résultat exceptionnel. Vous pouvez voter jusqu'au 14 mars. Le 15 mars, nous remettrons vos 30 propositions aux élus de la République. Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les parlementaires, députés et sénateurs, mais aussi les membres du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que les députés européens. Nous vous donnons la parole, comme je le fais depuis tant d'années. Ce soir, nous allons découvrir vos 30 propositions de loi citoyennes, celles qui arrivent en tête sur les 60 propositions soumises au vote. Sont-elles raisonnables ou pas? Sont-elles efficaces ou pas? Sont-elles réalisables ou pas? 4 experts indépendants vont nous aider tout au long de la soirée. Ils viennent me rejoindre et je vais vous les présenter. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer avec Anne Nevade. Bonsoir. Serge Guérin, bonsoir. Jean-Marc Jancovici, bonsoir. Bonsoir. Et Mathieu Plane, bonsoir. Installez-vous, je vais vous présenter. Je vais m'asseoir avec vous et je vais vous présenter Anne Nevade, professeure de droit constitutionnel, présidente de l'Association française de droit constitutionnel. On va parler institutions essentiellement avec Anne Nevade. Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur, membre du Haut Conseil pour le climat. Serge Guérin, qui est sociologue, enseignant en sciences politiques et spécialiste de toutes les questions concernant le troisième âge, le quatrième âge, la seniorisation. La seniorisation. Bon. Et puis Mathieu Plane, qui est économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Merci madame, merci messieurs d'être avec nous ce soir. Alors vous allez pouvoir intervenir, hein. Quand ce n'est pas votre domaine, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Et puis notre public va pouvoir intervenir, va pouvoir réagir tout au long de la soirée. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là pour essayer d'expliquer, pour essayer de comprendre. Nous avons demandé à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, de nous envoyer leurs propositions dans le cadre de cette crise des Gilets jaunes pour faire avancer les choses. Ensuite, les politiques se saisiront de ces propositions ou pas. C'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Nous donnons les outils. Ensuite, les politiques choisiront. Et pour comprendre la situation, on a besoin de vous. J'ai besoin de tout ce que vous savez. J'ai besoin de faire comprendre aux uns et aux autres. Et je l'entends tous les jours, sans arrêt. J'ai besoin de faire comprendre pourquoi les propositions sont intéressantes ou pourquoi elles ne sont pas, ou pourquoi c'est impossible. Alors nous allons découvrir les 10 premières. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, nous développerons les autres propositions. Les 10 premières. Je vais commencer avec la 10e. La 10e proposition, pour l'instant. Diminution des indemnités des parlementaires et des ministres. Voilà, c'est la proposition. 29 175 votants pour cette proposition, qui demande donc la diminution des indemnités des parlementaires et des ministres. Anne Nevade, qu'en pensez-vous? Franchement. Alors, d'abord, je voudrais dire que les indemnités des parlementaires et des ministres ont déjà été réduites, en particulier celles des ministres, par François Hollande quand il a entamé son mandat. Il a baissé les indemnités des ministres de 30%, ainsi d'ailleurs que la sienne et celle du Premier ministre. Donc c'est un travail qui a déjà été engagé. Voilà. Donc derrière, il ne faut pas oublier non plus que le mot d'indemnité a son importance.
C'est-à-dire que l'idée dans une démocratie est que ceux qui nous gouvernent sont des citoyens qui, à un moment donné, s'engagent au service de l'intérêt général, soit parce qu'ils sont élus en tant que parlementaires, soit parce qu'ils sont nommés en tant que membres du gouvernement. Et donc, l'idée de l'indemnité dit bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un salaire, il ne s'agit pas d'une rémunération pour un métier, il s'agit d'indemniser le temps passé au service de la collectivité. Et j'insiste parce que c'est une idée très importante, parce que c'est aussi ce qui permet que puisse devenir une autre question, et là c'est les sociologues qui pourraient réagir, une autre question est de savoir si c'est la réalité, mais c'est ce qui permet que quelqu'un qui n'a pas de revenus ou de fortune personnelle puisse s'engager en politique. Alors le risque, si l'on diminue trop les indemnités, le risque c'est quoi? C'est d'encourager la corruption? Il y a ce risque-là. C'est Jean-Marc Jancovici, oui, non? Non, moi je voudrais juste faire une remarque un peu de bon sens, qui est la vraie. Enfin, je me demande si la vraie question c'est est-ce que ces gens-là coûtent trop cher au pays? Je suis pas sûr. Ou est-ce qu'ils coûtent trop cher pour la valeur qu'on perçoit? Ce qui, à mon avis, est beaucoup plus proche du sens de la réponse. C'est-à-dire, en gros, ils gagneront toujours trop d'argent pour l'impression qu'ils donnent de leur dévouement à la collectivité. Pourtant, ils sont absolument indispensables. Oui, Jean-Marc Jancovici, ils sont indispensables. Par exemple, dans les sujets environnementaux. Dans les sujets un peu techniques, pour parler de ce que je connais, en fait, il y a un grand hiatus qui est que ceux qui bossent sont pas connus et ceux qui sont connus bossent pas. Si je fais très court, c'est-à-dire qu'on peut pas à la fois dans le monde politique s'occuper de conquérir le pouvoir et bosser ses dossiers. Donc, par la force des choses, ceux qu'on voit chez vous, c'est ceux qui travaillent le moins parce qu'ils n'ont pas le temps. Non mais et je pense qu'une partie du ressenti de la population vis-à-vis des élus vient de là. Mais peut-être parce que la population ne sait pas ce que fait le parlementaire. Mais il y a le travail apparent et puis tout le travail qu'on ne connaît pas. En commission ou autre. Souvent c'est la caméra, on voit les questions du mercredi. Voilà, on voit les questions du mercredi. On voit la chambre, et voilà, elle est quasiment vide. Exactement. Mais, souvent ceux qui sont pas là. Ça dépend lesquels. Après, on va pas faire les règles. Bien sûr. Mais certains, en fait, ils ont passé leur vie à bosser et du coup, ils viennent pas à ce moment-là. Puis d'autres, c'est un peu l'inverse. Oui, non, mais ça, effectivement, c'est la réalité. Je voulais juste prolonger ce qui vient d'être dit. Moi, j'aime pas l'idée du ressenti. Ce qui est vrai, c'est que je pense que c'est une proposition qui est le prolongement presque logique du discrédit des politiques qu'on constate tous aujourd'hui et que certains partagent. Mais je crois que ce discrédit, il vient sans doute non pas tant de ce que les gens ressentent, que du fait que la politique n'aboutit pas toujours aux résultats qu'on pourrait espérer. Et donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement cette idée que peut-être, ça n'est pas mon sentiment, ils sont trop payés pour ce qu'ils font. J'ajoute que l'indemnité des parlementaires et de 5 380 € par mois. L'indemnité, je parle simplement de l'indemnité. L'indemnité, ce qu'on appelle l'indemnité de base, auquel s'ajoute le remboursement des frais, l'argent pour rétribuer des collaborateurs, etc. Mais j'ajoute que cette indemnité, elle est d'abord conçue, et c'est pour ça que le mot est important, elle est d'abord conçue pour protéger un système démocratique et donc pour garantir que ceux qui nous représentent le font le plus objectivement possible, sans effectivement risquer d'être achetés par d'autres financements. Non, je vous arrête parce qu'il va falloir qu'on avance, on déroule. On déroule, je voulais simplement vous fournir un chiffre. Si on divisait par 2 les indemnités de nos parlementaires, on économiserait 30 millions d'euros. C'est à la fois beaucoup et peu. À l'échelle du budget de l'État, c'est très peu. 66 millions d'habitants, ça fait pas grand-chose. Non, ça fait pas 50 centimes. Oui, c'est pas beaucoup. Bon, nous allons passer à la 9e proposition. 9e. Et pour parler de cette 9e proposition, Stéphane est avec nous. 47 ans, fonctionnaire territorial dans les Hauts-de-Seine. Allez, où est mon micro? Il est là. Et Stéphane, alors, ça va Stéphane? Pardon, je m'installe, excusez-moi. Alors Stéphane, je vous tends le micro. Que vouliez-vous dire à propos de cette proposition numéro 9? Je vous donne la proposition, baisser la TVA pour les produits de première nécessité et l'augmenter pour les produits de luxe. Alors, c'est sûr que ce serait une mesure qui serait intéressante pour les classes basses de la population, qui pourraient accéder beaucoup plus facilement à se nourrir et à différents services, parce que c'est vrai que la TVA actuellement est à 5,5 sur les biens de première consommation. 5,5 ou 2,1 même. 2,1, mais c'est réservé surtout sur les médicaments, les choses comme ça. Oui. Donc ce serait pas mal de pouvoir... la presse, je crois. La presse également. Et ce serait pas mal de pouvoir donc de baisser ce taux. Après, c'est vrai qu'en
y réfléchissant bien, ça peut être une arme à deux tranchants parce que ça peut faire remonter aussi les marges et des producteurs et des distributeurs. Donc on n'y gagnerait peut-être pas grand-chose, mais ce serait quand même à étudier. Le consommateur n'y gagnerait pas grand-chose. Bien, merci beaucoup. Je reviens vers vous, Mathieu Plane. Alors, que pensez-vous de cette proposition ? Vous qui êtes économiste. Oui, non, là, elle est assez intéressante sur un certain nombre de points. Il faut juste revoir le cadre un peu dans lequel on s'inscrit, c'est-à-dire, et notamment la question européenne. Et aujourd'hui, il y a des normes en Europe qui définissent les différents types de taux de TVA. On a un taux de TVA normal, un taux de TVA intermédiaire et un taux réduit. Et après, il y a le taux super réduit, mais qui est pour des raisons historiques, la presse et les médicaments. Mais la norme du taux réduit en Europe peut pas être en dessous de 5%. Voilà. Donc la marge de manœuvre, ou alors c'est la directive de l'Union européenne. Voilà, la directive de l'Union européenne, ça veut dire qu'il faudrait revoir cette directive, ce qui est très compliqué parce qu'il faut l'unanimité, on le voit. On parlera peut-être de la taxe des GAFA, etc. Mais bon. On va en parler. Et donc, en fait, la marge de manœuvre est assez réduite. C'est-à-dire qu'on pourrait passer de 5,5 à 5 et se pose la question, est-ce qu'on met tous les biens de consommation qui sont à ce taux de TVA réduit à 5% ou juste certains? Mais Mathieu Plane, quelle serait la conséquence? D'abord, on pourrait... Bon, on peut tordre le cou à l'Europe, non? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bon, c'est compliqué, oui, on peut pas. Compliqué. On peut pas. Donc on peut pas passer à zéro. Non, on ne peut pas passer à zéro. On peut pas passer comme ça à zéro, en tout cas en restant dans un cadre européen aujourd'hui. En restant dans un cadre européen. Donc mais on peut baisser à 5, mais on peut pas passer à 0. On peut baisser à 5, et après se pose la question sur quel type de bien on le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités de loisirs, par exemple les parcs d'attractions, le cinéma, le théâtre, l'opéra, sont à 5,5. Mais il y a aussi tout l'alimentaire. Et dans l'alimentaire, vous avez différentes choses. C'est-à-dire que nous, on a travaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question... Vous savez, il y a les Nutri-Score, c'est-à-dire les biens alimentaires en fonction de leur qualité nutritive. On pourrait identifier des produits en disant, effectivement, ils ont un besoin alimentaire qui peut être différent d'autres biens alimentaires, parce que vous avez beaucoup de choses dans l'alimentaire. Oui, on pourrait taxer à 20% des produits qui sont pas très bons pour l'écologie, l'environnement, même pour notre santé. C'est compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc Jancovici? Je vous signale que c'était le principe de la taxe carbone. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est celle qui nous vaut le plaisir d'être ici. Donc, oui, c'est vrai. Je dis pas que c'est nécessairement une mauvaise idée, mais c'est. Alors, pardon, en fait, pour compléter ce qui vient d'être dit, le problème de ce genre de mesures, après, c'est que le diable est dans les détails. C'est-à-dire quand vous rentrez dans l'inventaire à l'après-vert de ce qui est éligible et pas éligible, et donc vous voyez débouler tout le monde qui est à votre porte, qui dit mais moi je suis dans la catégorie et moi je suis dans la catégorie. Je suis pas certain que le consommateur en sorte gagnant en plus. Je ne sais pas. On a quand même un exemple très fort, c'est l'histoire des cafés-restaurants. On a baissé la taxe, on a baissé la TVA et globalement les restaurateurs ont augmenté les tarifs, en ont profité, et ça a créé à peu près aucun emploi. Ils n'ont pas baissé les prix. Ça n'a pas amélioré les choses. Puis après, c'est la notion de première nécessité. Par exemple, pour moi, le chocolat est de première nécessité. Mais pour quelqu'un d'autre, non. Alors, à quel moment on va mettre à zéro, et ainsi de suite. Donc on voit que c'est hyper subjectif. Mais ce qui nous permet de rappeler quand même, par rapport à l'actualité récente, c'est quand on dit oui, les gens qui ont peu de moyens ne payent pas les impôts, ainsi de suite. Ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, mais la TVA, ils se la prennent en pleine tête. Oui, et tout le monde la paie aussi de le rappeler. Et quels que soient ses revenus. C'est super important. Et c'est pour ça que la notion de première nécessité est super intéressante par rapport à ça. Mais à quel moment on place la première nécessité? Et c'est vrai que après, ça serait la question de la localisation, de l'écologie, des emplois que ça crée. Mais on sent que c'est quand même un peu une usine à gaz, quand même. Juste peut-être. Pour terminer là-dessus, donc du coup sur la question du pouvoir d'achat, ça serait assez faible en fait. L'effet de toute façon, ça serait de 5,5 à 5 sur certains produits, peut-être pas tous les produits. Et donc il faudrait qu'en plus les distributeurs le répercutent intégralement dans les prix, ce qui veut dire que ça changerait pas radicalement. Alors quelques mots sur la TVA, 130 milliards d'euros, c'est ça la TVA? 150 milliards d'euros même maintenant. C'est le premier impôt. C'est le premier impôt en France. C'est 2 fois plus que l'impôt sur le revenu. Oui, c'est 2 fois plus que l'impôt sur le revenu. On parle beaucoup de l'impôt sur le revenu, mais tout le monde la paye. Quel que soit et la même TVA. En réalité même vous payez plus, le poids de la TVA dans vos revenus est d'autant plus important que vous êtes en bas de l'échelle des revenus. Parce que votre consommation, quand vous êtes au SMIC, globalement, vous consommez intégralement votre revenu. Et donc, vous payez la TVA au même taux que tout le monde, alors que les hauts revenus vont épargner une partie et ne paieront pas la TVA. Mais, Mathieu, dans la proposition est contenue l'idée aussi d'augmenter la TVA sur les produits de luxe. La faire passer à 30 ou 33%. Pareil, c'est pas possible. Ça existait un temps, d'ailleurs. Oui, mais désormais, on a un plafond qui serait de 25%. Et après, la question aussi, c'est effectivement, il y a des règles. On ne peut pas multiplier les taux de TVA.
Oui. Et déjà, on peut pas aller au-delà de 25. On a un taux normal. Il n'y a pas un taux au-dessus de ce taux normal. Mais comment font les autres pays d'Europe? Ils font comme nous, à peu près. Ils font comme nous. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes taux de TVA. Non, mais à quelque chose près. C'est-à-dire qu'après, c'est les biens qui vont changer. Nous, on a un taux de TVA intermédiaire, un taux réduit. Dans l'intermédiaire, on a mis effectivement la restauration à emporter, parce qu'il y avait plein de raisons pour ça, à emporter ou sur place. Il y a eu des choix qui ont été faits, des arbitrages, mais c'est vrai que c'est ce qui a été dit. C'est-à-dire que si on commence à rentrer dans le détail, ça devient extrêmement complexe. Et par exemple, qu'est-ce qu'on appelle un produit de luxe? Avant, c'était l'automobile. C'est-à-dire que toute automobile pouvait être un bien de luxe. Mais entre une Ferrari ou une Clio, vous avez quand même une grosse différence. Quel est le taux de TVA sur une automobile aujourd'hui? Il est à 20%. Il est à 20%. Et pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un taux de TVA à 5% sur une automobile électrique ou sur une automobile qui est bonne pour notre environnement? Ça s'appelle le bonus. Ça s'appelle le bonus. Ça existe. Oui, on en avait parlé la dernière fois. En fait, on pourrait très bien mettre une fiscalité spécifique sur les... Alors, en fait, cette idée-là, on peut la reprendre sur certaines catégories d'objets bien précises. C'est ce qu'on avait évoqué la dernière fois, par exemple la vignette. Oui. Vous avez connu et moi aussi. Je sais que vous défendez la vignette. Absolument. Jean-Marc Jancovici. Ça, vous pouvez très bien la moduler en fonction de la taille du véhicule. Du coup, c'est rare que les gens qui sont tout en bas de l'échelle achètent des Ferrari neuves, et même d'occasion. Donc, vous pouvez très bien moduler la vignette en fonction de la taille du véhicule. Et ça devient en pratique quelque chose qui se rapproche d'un impôt progressif, un peu dans cet esprit-là. Dans cet esprit-là. C'est très intéressant. Vous pouvez continuer à voter. Enfin, vous continuez à voter. On en a combien, là? Quel est le nombre de votes? On va voir. Sur rmc.fr, vous votez. Ça va s'afficher, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire tout au long de la soirée. Je dis ça à la réalisation. 93 369 votants. 93 369 votants. Bon, nous étions en 9e position. Passons à la 8e position. En 8e position, augmentation des effectifs et des salaires dans la fonction publique hospitalière. Je dis bien hospitalière. Ça, c'est une demande qui revient très, très, très souvent. Il y a un besoin, comme si on avait envie de reconnaître le travail effectué dans la fonction publique hospitalière. Serge Guérin. Alors, je crois que c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est d'abord que les gens ont conscience, qu'ils peuvent être malades, c'est tout bête, que deux, on a quand même un système de soins qui est quand même assez génial. D'abord, qui est gratuit. Et on a envie de le préserver. Et on a envie de le préserver. D'ailleurs, ça serait très intéressant que les gens se rendent compte ce que ça coûte une journée d'hospitalisation. Oui, d'ailleurs, on devrait, ce serait très visible. Quand on entre à l'hôpital, on devrait savoir ce que va coûter à la collectivité la journée qu'on va passer à l'hôpital. C'est ça, parce que les gens disent, c'est gratuit. Mais non. Il faut bien que quelqu'un paye. C'est pas gratuit. On a la chance extraordinaire en France. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de gens de l'étranger qui viennent. On a la chance qu'il y a une gratuité d'accès aux soins. Et c'est génial. Sauf que ça a un coût et qui paye, ainsi de suite. Et là-dedans, les gens en ont bien conscience. Je trouve ça assez fort parce que c'est aussi comment on crée une société qui est vivable pour tout le monde, à travers le fait qu'il y a des personnes qui sont là, dont le métier est d'accompagner les autres, d'aider les autres, de soigner les autres. Et tout ça, ça fait énormément de monde. Et les gens le voient bien. On parle des gilets jaunes, on a bien vu que beaucoup de gens sur les ronds-points, souvent des femmes d'ailleurs, parce que le gros de la fonction publique hospitalière, en tout cas dans les degrés les plus bas et les moins bien payés, ce sont à 85% des femmes. Parfois aussi des femmes seules qui élèvent des enfants, qui souvent démultiplient comme ça les difficultés. Parfois elles habitent loin et autres. Et donc on voit bien que si on veut que ces personnes-là soignent mieux, donc égoïstement je dirais, qu'elles s'occupent mieux de nous, on a intérêt à mieux les payer. Mathieu? Oui, non, il faut rappeler ça. C'est-à-dire qu'effectivement il y a un attachement à notre modèle social qui a certaines particularités. Il faut rappeler aussi que la dépense de santé, c'est le deuxième poste le plus important dans la dépense publique après les retraites. C'est plus de 200 milliards par an. Donc c'est colossal. Donc se pose toujours la question du financement. C'est-à-dire qu'à chaque fois on est dans ce débat-là. C'est-à-dire que moi je suis assez d'accord. Effectivement la question est assez centrale de la fonction publique hospitalière, des effectifs, éventuellement des rémunérations. Il y a toute la question des heures sub d'ailleurs. Mais après il y a toujours la question du financement en face. Et aujourd'hui ce qui finance la santé c'est la CSG. Donc la question c'est est-ce qu'on doit monter la CSG pour mieux financer justement les services de santé. Pour rappel, alors j'ai regardé les statistiques, c'est vrai que j'étais un peu surpris, c'est que quand on regarde ce qui s'est fait sur les 10 dernières années, en fait les effectifs de la fonction publique hospitalière ont quand même augmenté de façon assez nette, de quasiment 10% sur les 10 dernières années. C'est plus que la population, ce qui est un peu paradoxal. Il y a un effet 35 heures. Il y a un effet violent. C'était avant les 35 heures. Mais ça a eu des effets. Mais voilà, toujours, enfin, soi-disant, c'est toujours intéressant de dire, effectivement, il faut peut-être plus d'effectifs, plus de salaires. Et après aussi accepter un financement. Et encore une fois, l'idée que nous soulevions tout de suite, que nous proposions, c'était de savoir ce que coûte
l'usage du service public. Et puis c'est aussi de rappeler... oui, c'est vrai, c'est très très c'est le premier élément, les gens, il faut qu'on se rende compte ce que c'est. Concrètement, qu'on sache, c'est 100 000 euros pour certaines choses. Les gens, quand on le montre dans la rue, il y avait une étude via Voice comme ça, les gens disaient 15 000 euros. Ils se rendent absolument pas compte, parce qu'en même temps, c'est les expertises et tout ça. Et je crois qu'il faut aussi rappeler, il n'y a pas que la fonction publique hospitalière, il y a aussi le privé et ainsi de suite, l'associatif. Et puis, l'autre élément, c'est que nous tous, par exemple, quand on est des aidants, donc bénévoles, gratuits, si on payait au même prix, ça serait 164 milliards d'euros, il faudrait mettre sur la table en plus. C'est-à-dire que les premiers contributeurs du soin, en fait, c'est les gens. C'est vous et moi quand on accompagne un parent malade, un enfant handicapé, j'en passe. Et là aussi, comment on valorise cela? Et ça, c'est un petit peu les invisibles. Là aussi, généralement, ce sont des femmes. 7e position, indexation, ça va vous intéresser, Serge Guérin, indexation des retraites sur l'inflation ou sur le salaire moyen. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça, en 7e position, pourtant c'est ça. C'est la 6e, non? Il y a eu un vote dernièrement. Il y a un vote qui a changé, alors, la course. au dernier moment. Alors, en 6e, on limite les rémunérations des hauts fonctionnaires. C'est passé, les retraites sont passées devant. Limiter les rémunérations des hauts fonctionnaires. Faire en sorte qu'elles ne soient pas supérieures à celles du président de la République, Anne Levade. Les hauts fonctionnaires, on n'en parlait pas. Et tout à coup, avec la crise des Gilets jaunes, on se met à parler des hauts fonctionnaires. Qui étaient dans l'ombre. Il y a la crise des Gilets jaunes, il y a eu quelques publications aussi, quelques études qui sont sorties, un livre qui a révélé quelque chose, et en particulier le fait que 1% de la très haute fonction publique aurait effectivement un niveau de rémunération qui serait extrêmement supérieur au reste de la fonction publique, et parfois pour certains d'entre eux, effectivement supérieur à la rémunération du président de la République. Donc, là encore, je pense que d'abord, il faut faire attention à ce qu'on appelle la haute fonction publique. Il faut se rendre compte des proportions, c'est-à-dire que ça représente un tout petit nombre de fonctionnaires. Dans certains cas de figure, ça correspond aussi à des postes pour lesquels on a voulu, je pense en particulier aux postes qui sont en lien avec les finances publiques, par exemple les trésoriers payeurs généraux, qui sont historiquement très bien payés. C'est aussi pour protéger l'intégrité de la fonction, c'est-à-dire que ce sont des gens qui gèrent les finances publiques, et que l'on a, peut-être à tort, mais c'est ainsi qu'on fonctionne, et ça se fait dans beaucoup de pays, considérer que le meilleur moyen de se prémunir de la tentation d'aller chercher dans la caisse, c'était d'abord de bien les rémunérer, parce que c'était un élément de garantie de leur intégrité. Après, ce que je trouve assez étonnant, c'est que finalement, ce soit le seuil de la rémunération du président de la République qui donne lieu à proposition. Oui, exact. Comme si on admettait, ce qui n'était pas forcément évident, qu'il soit légitime que le président de la République ait une rémunération quasiment supérieure à tout le monde. J'ai été très surpris. Effectivement, il y a une forme de légitimité. C'est intéressant. Mais parce que ça n'était pas gagné d'avance. Non. Si je peux dire. C'est pas énorme, c'est 15 000 euros au président de la République. C'est pas énorme. C'est génial. Mais en même temps, par rapport à certains hauts fonctionnaires qui ont finalement beaucoup moins de responsabilités. Mais il est normal que le président de la République soit mieux payé que les hauts fonctionnaires ou pas? Est-ce que c'est normal ou pas? Pardon, Jean-Jacques, il faut ajouter deux choses. D'abord, c'est pas qu'ils ont moins de responsabilités, c'est pas des responsabilités de même nature. Et après, il faut être honnête aussi, le président de la République, moi je ne conteste pas du tout le niveau de sa rémunération, mais le président de la République a par ailleurs au quotidien des avantages qui sont liés à l'exercice de sa fonction. Les hauts fonctionnaires aussi. Qui sont pas de même nature. Alors, bien sûr, le président de la République, il est président de la République 100% du temps. C'est-à-dire aucun acte du président de la République, d'ailleurs c'est pour ça qu'il bénéficie d'un régime juridique particulier, etc. Aucun acte du président de la République ne peut être dissocié de la fonction. Quand il se brosse les dents le matin, il est considéré comme président de la République. Donc ce qui veut dire que toute sa vie, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir pour lui ou s'il faut l'envier, toute sa vie est réglée par la fonction qui est la sienne. Heureusement que des hauts fonctionnaires, même très assidus, ont par ailleurs un peu aussi une vie en dehors. Bien. Je passe donc à la 6e place, puisque il y a eu inversion. Indexation des retraites sur l'inflation, sur le salaire moyen. Alors, ça a longtemps été en tête. Et puis, ça a un peu baissé dans le classement, mais enfin, ça a l'air de remonter. Surtout sur le salaire moyen. Indexation sur le salaire moyen, on a reçu plus de propositions sur le salaire moyen que sur l'inflation. Ça a existé, l'indexation des retraites sur le salaire moyen. En fait, il y a eu 3 niveaux. Il y a eu le niveau, c'était indexé sur le salaire. Le salaire augmente, la retraite moyenne augmente. Puis, il y a une désindexation. On l'a mis sur l'inflation. Dans l'idée, c'était on augmente plus vite le salaire que l'inflation. Du coup, discrètement, on baisse le pouvoir d'achat des retraités. Et là, dernièrement,
on a fait encore mieux, si je puis dire, puisqu'on a désindexé sur l'inflation. L'augmentation est 0,3% et l'inflation... 0,3%, c'est une économie de 3 milliards 200 millions d'euros. Ah oui, non, c'est ça. Hein, mais pour les gens, c'est un truc... voilà. Mais oui. 3 fois, ils sont perdants. Mais du coup, ça va, effectivement, ça va très vite vu les masses. C'est-à-dire qu'il y a 300 milliards de dépenses de retraite. À partir du moment où vous revalorisez pas autant que l'inflation, c'est un gain important en termes d'économie pour les dépenses publiques. Oui. En revanche, c'est des pertes de pouvoir d'achat pour les retraités. Ce que je voulais dire, c'est quand même que les retraites, normalement, sont indexées sur l'inflation. Hein. Le gouvernement a fait ce choix-là pour des raisons budgétaires en 2019-2020 de désindexer. Mais la norme n'est pas ça. La norme, c'est justement une indexation sur l'inflation qui est effectivement différente du salaire moyen. Et c'est vrai que... Alors, indexer sur le salaire moyen, ça coûterait cher ou pas ? Ah bah ça coûterait plus cher dans le sens où effectivement aujourd'hui dans les économies attendues, quand vous regardez les projections de ce qu'on appelle le Conseil d'orientation des retraites, les gains viennent essentiellement de ça, c'est-à-dire que le niveau des retraites augmente moins vite que les salaires et donc en gros les cotisations vont augmenter plus vite que les retraites, ce qui veut dire que globalement le taux de remplacement... Est-ce juste ou pas juste? Alors là il y a vaste débat, La réalité c'est que c'est pas transparent. Le problème c'est la transparence, c'est-à-dire qu'on pourrait dire on vise un objectif de taux de remplacement pour que ce soit soutenable au niveau des finances publiques, c'est-à-dire il faut qu'un retraité ait tant du dernier salaire. Là aujourd'hui, en fait, dans le fonctionnement, on voit que c'est plutôt beaucoup plus lissé, on le voit moins, c'est moins transparent, et peut-être que cette question-là devrait être... Jean-Marc Jancovici et Serge Guérin, et nous passerons à la 5e. Oui, moi je voulais faire une remarque bête, mais malheureusement très désagréable. Qui est que augmenter ce que des gens reçoivent d'un côté, on a dit que la moitié des choses tant qu'on n'a pas dit qu'ils payaient. Donc aujourd'hui, le système de retraite en France est assis sur des cotisations retraite pour l'essentiel. Donc si on augmente les retraites, on augmente les cotisations retraite. Du coup, on augmente le coût de ce qui est fabriqué en France, et ça veut dire soit que le consommateur continue d'acheter français et paye plus cher, soit qu'on favorise les importations, et à ce moment, c'est pas une idée très très bonne pour l'emploi. Donc, enfin non, mais je schématise un peu. Il parle de taux de cotisation, il parle de la durée. Je schématise un peu, mais voilà. Et par ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites, je voulais également dire ça, il a un objet, enfin, il table sur une croissance de l'économie française de 2 ou 2,5% par an jusqu'en 2050. Ah, c'était le cas il y a un an ou un an et demi. Non, ça a un peu changé. Et ça là, il arrive en couleur. Non, mais c'est un peu du coup, voilà, l'idée, c'est devient raisonnable. En fait, en gros, c'est les gars. On va avoir zéro. Donc, le problème, c'est qu'on va avoir zéro au mieux. Donc, c'est bien ça le problème. Allez, on va avoir zéro. Ça mérite discussion quand même. Oui, ça mérite discussion. On va avoir zéro au mieux quand on parlera de mon sujet. Je vous explique. Serge, et le Conseil d'orientation des retraites travaille aussi sur un taux de chômage de 4,5%. C'est quand même assez amusant vu le nombre de fois. Voilà. Mais c'est-à-dire que derrière, faut pas aussi oublier que les retraités, quand ils sont à la retraite, d'abord, ils ont cotisé avant. C'est pas l'argent qu'ils ont touché par la gentillesse de l'État. C'est un salaire différé. Et deuxièmement, quand ils ont un revenu, ils l'utilisent pour eux, ça s'appelle de la consommation, et donc ils font tourner. Mais alors, et ils l'utilisent pour les autres. Alors je pose une question qui est un peu iconoclaste que beaucoup posent. Est-ce qu'en France, les retraités sont privilégiés, pas privilégiés? Est-ce que les retraités ont un niveau de vie supérieur aux actifs? Est-ce que bon, c'est vrai que beaucoup de retraités aident leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est vrai aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont vécu une période plus facile, peut-être professionnellement, ou je ne sais pas. Ça dépend lesquels. Pour certains. Leur durée de travail c'était 48 heures par semaine par exemple, donc on est très loin de 35 heures. Donc voilà, tout ça. Et puis alors c'est vrai que souvent on dit ils gagnent plus que les actifs, comme si les retraités d'ailleurs n'étaient pas des actifs. Oui, c'est vrai. Parce que le tissu associatif, les aidants et tout ça, ce sont des super actifs, sauf qu'on les paye pas pour être actifs. Il y a certains actifs qu'on paye pour être actifs qui, par ailleurs, s'ils n'étaient pas actifs, ça serait pas plus mal. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, ces personnes-là, elles contribuent au système global de l'économie. Donc, faut pas aussi oublier cet élément-là. Donc, c'est pas juste si on baisse leur niveau de rémunération ou de retraite, du coup aussi ils consommeront moins, aussi ils seront peut-être moins attentifs à leurs petits-enfants, ainsi de suite. C'est-à-dire que tout ça, c'est un ensemble. On n'est pas gagnant sur tous les sujets. Bon, nous entrons dans le top 5. Le top 5, les 5 propositions qui arrivent en tête des votes. Alors, on continue à voter, rmc.fr. On en est à combien? Nous allons voir le chiffre. 93 714 votants. Ça monte. C'est pas compliqué. rmc.fr, vous avez 60 propositions, vous en choisissez 30. Et ce sont les 30 propositions de loi citoyenne que je porterai auprès de tous les élus de la République. Jean-Jacques, on ne part pas avant que ce soit 100 000. On va essayer d'atteindre 100 000 ce soir. Serge, si on y arrive, bravo. Bravo. Aidez-nous. Alors, top 5. Obligation d'un casier judiciaire vierge pour être candidat à une élection. Anne Nevade.
Alors, c'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Oui. Ça a été débattu au moment de la campagne présidentielle, parce que d'autres se sont ralliés à cette proposition, et c'était dans le projet de loi pour la confiance dans la vie politique, qui a été discuté puis adopté, sauf qu'évidemment ça a disparu en cours de route, je vais expliquer pourquoi, en septembre 2017. En fait, ça a disparu parce que c'est une obligation qui vraisemblablement serait déclarée contraire à la Constitution. Ah pourquoi? Bon Parce pourquoi vous, qui êtes professeur de droit constitutionnel, on a besoin de vous là. Pour une raison simple, c'est que exiger un casier judiciaire vierge, comme chaque fois qu'on met une exigence avant une candidature, ça veut dire que l'on crée des motifs d'inéligibilité. Or, être inéligible, c'est restreindre la liberté du citoyen d'être candidat à une élection. Et donc le Conseil constitutionnel, qui considère que la démocratie repose sur la liberté du citoyen, liberté de voter mais aussi liberté d'être candidat, a une interprétation qui est toujours très restrictive des hypothèses d'inéligibilité, c'est-à-dire qu'il estime que si on restreint trop la capacité à être candidat à une élection, eh bien en fait on porte atteinte aux principes démocratiques. Alors du coup la solution qui a été retenue en 2017, parce qu'en cours de discussion législative, l'idée a été à juste titre soutenue qu'il y avait un risque de censure par le Conseil constitutionnel. La solution qui a été retenue, c'est de décider que ça n'est pas le casier judiciaire dans sa globalité, parce que je rappelle en plus que le casier judiciaire, il y a plusieurs volets, c'est un document compliqué, qu'il y a des éléments qui sont effacés à un moment du casier judiciaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire casier judiciaire vierge? C'est au moment où on est candidat, c'est-à-dire à l'instant T où il faut ne jamais avoir rien eu sur son casier judiciaire. Enfin, vous voyez, ça demande des... Voilà. En revanche, ce qui a été décidé dans la loi sur la confiance dans la vie politique, c'est que certaines infractions, certains délits ou certains crimes, alors même d'ailleurs qu'ils n'avaient rien à voir avec des questions électives, par exemple des crimes d'attentat aux mœurs ou de cette nature, étaient automatiquement sanctionnés par une inéligibilité. Donc on a trouvé en fait une solution intermédiaire. C'est pas la totalité du casier judiciaire qui est prise en compte. On n'exige pas la virginité totale du casier judiciaire pour tout citoyen qui voudrait être candidat, mais on a ciblé les infractions les plus graves en justifiant dans ce cas-là, et le Conseil constitutionnel a dit que ça passait, en justifiant des inéligibilités ponctuelles. Voilà. Eh bien, Nevade, donc merci. c'est difficilement adoptable. C'est difficilement adoptable. Eh bien voilà, nous avons des précisions. Vous voyez pourquoi c'est utile, cette émission. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Nous allons passer aux 4 premières. Et maintenant, je vais rejoindre Michel, qui est chef d'entreprise qui est dans les Hauts-de-Seine. Michel, qui va... Ah, j'oublie mon micro. Pardon, Anne. Si j'oublie le micro, ça va pas. Michel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Michel. On a parlé tout à l'heure de l'importance de la TVA. Oui. Or, quand on parle des GAFAM, je crois qu'on fait un mélange. Oui, parce qu'en 4e position, vous allez voir s'afficher la 4e. Voilà. Imposition à la source des bénéfices des grandes entreprises, dont les GAFAM. Dont les GAFAM. Et dans les GAFAM, il y a 2 styles d'entreprises. Il y a d'abord, bien évidemment, Microsoft, Facebook et Google, qui envoient des factures d'Irlande, donc pas de TVA, aussi bien pour l'Irlande que pour la France. Or, vous avez Amazon et Apple qui facturent et qui font de la TVA. Alors, on ne va pas jouer dans la sémantique des établissements stables, comme disait un économiste, entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale, c'est une feuille de papier à cigarette. Donc, ce qui se passe, c'est que actuellement, on ne peut pas arriver à être d'accord à 27. C'est-à-dire que quand d'un coup vous voulez déterminer que c'est un établissement stable, vous avez l'Irlande qui perd bien sûr l'impôt sur les sociétés. Quand vous parlez de l'Allemagne, l'Allemagne taxer les GAFAM a bien sûr peur que tout d'un coup on leur taxe les voitures allemandes aux États-Unis. Donc, et vous avez Google qui a été attaqué par Bercy en déclarant que c'était un établissement stable. Et le tribunal administratif de Paris a débouté Bercy. Je pense qu'ils savent de quoi ils parlent pourtant Bercy. Eh bien, je pense qu'il y a des solutions simples d'enlever tout ce qu'on ne pourra pas faire parce qu'on ne pourra pas tout taxer, mais au moins récupérer la TVA pour toute entreprise qui a un établissement. Je rappelle que Microsoft, qui est un bureau commercial à 1500 personnes en France, et Google, 700 personnes. Donc si ça, ce sont des bureaux de représentation, ça m'étonne. Merci pour cette intervention. Mathieu Plane, alors. Non, c'est un vrai sujet qui est d'ailleurs au centre des débats, et c'est bien qu'il soit sur la table, parce que... Oui.
Alors il y a une taxe prévue, là, 500 millions d'euros. Sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, c'est ridicule, non? Ouais. Bon. Alors c'est ridicule, c'est un début. Ouais, c'est ridicule, c'est 500 millions. Mais combien on pourrait faire? Oui, la question, c'est comment on identifie le vrai résultat qui est réalisé. En fait, c'est des activités qui ont en commun d'être des services numériques en réalité, d'où la difficulté à identifier les opérations et surtout la facilité à délocaliser l'origine du chiffre d'affaires, quoi. Donc il y a une différence entre l'utilisation et l'outil producteur qui peut être facilement délocalisé. C'est vrai que vous revenez souvent à des questions européennes, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a là-dessus une législation aussi européenne et qu'on n'a pas réussi à mettre en commun, ce qui aurait été quand même une force de frappe, hein, c'est la possibilité de taxer au niveau européen. Alors expliquez-nous là, puisqu'on va entrer dans les élections européennes. Le problème, on a un problème, c'est que sur les questions fiscales, il faut l'unanimité au niveau européen. Il faut l'unanimité. L'unanimité. Et donc c'est vrai. Des 27-28. Enfin, là, on est 27-28, quoi. Et cette proposition a été avancée. Elle a été avancée. La France était notamment. C'est intéressant parce que la France a plutôt est très active sur ce sujet-là. Mais bien sûr, l'Irlande a refusé. L'Irlande a des intérêts très forts en fait là-dessus. Je sais qu'il y a la Suède et le Danemark, il y a aussi l'Allemagne. Et pour d'autres raisons, c'est qu'ils ont peur de se prendre les États-Unis et que du coup, ils taxent l'industrie automobile. Vous voyez, donc il y a les représailles. Et c'est des intérêts qui ne sont pas communs, en fait. Mais il y a aussi quand même, il y a d'autres pays que l'Irlande qui, en Europe, ne sont pas des paradis fiscaux, mais presque. Là, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, qui sont une plateforme aussi assez importante pour ce type d'opération. Et donc, c'est vrai que cette question-là peut être assez révoltante, dans le sens où c'est des groupes qui ont quasiment plus de puissance que les États. Imaginons que nous ne soyons plus dans l'Union européenne. Imaginons, parce que certains défendent... Oui, vous n'imaginez pas, mais certains défendent le Frexit. Oui, mais je ne pense pas que le Frexit... Ils sont minoritaires, on est bien d'accord. Mais imaginons que nous soyons seuls. Est-ce que nous pourrions taxer les GAFAM? Je ne veux pas imaginer ça. Bon, d'accord. Le problème, c'est que c'est trop compliqué sur ce que ça entraînerait. Donc ça devient un sujet qu'on ne pourrait même plus. Non, mais donc du coup, la question, c'est au niveau européen. Donc la France, qu'elle commence justement à dire, on va le faire. Et quand même, c'est intéressant, je sais que le Royaume-Uni en parlait. Et il faut que l'Allemagne y aille aussi, quoi. Et que si les gros Européens le font, alors à ce moment-là, il faut finalement forcer d'une façon ou d'une autre les petits à accepter ça. Et c'est vrai que sur le consentement à l'impôt se pose ce problème-là. C'est-à-dire qu'une PME locale va payer 33% de Michel. Continuez, Mathieu, parce que Michel a quelque chose à dire. Ces grands groupes ne sont pas... Et je pense que c'est le cœur du sujet. Hein. Oui, il sera impossible de regarder dans les résultats, justement. Je suis dans Internet, donc je connais bien le sujet. Ce que je veux dire, il sera impossible de trouver un accord avec les 27 pays, avec l'établissement stable. Je veux dire simplement, en tant qu'entreprise, quand vous recevez une facture d'Amazon ou une facture de Google, il y a une TVA. Quand vous avez Google qui ne met pas de TVA, la facture vient d'Irlande, en comptabilité, alors je ne vais pas être trop compliqué, on fait une opération neutre, on passe comme si on avait payé de la TVA et on la remet, ce qui fait une opération à zéro. Mais ni la France, ni l'Irlande n'a récupéré de la TVA. Donc il suffirait simplement, je ne parle pas des résultats d'impôt sur les sociétés, je parle simplement de la TVA. Quand on reçoit toute facture dans une entreprise, il faut qu'elle porte la TVA. Et si ce n'est pas l'Irlande qui va la récupérer, donc on la récupère nous au niveau des entreprises et on la paye à l'administration fiscale. C'est quelques milliards, plusieurs. Quelques milliards, vous l'avez chiffré, Voilà. Belle démonstration, non? Belle démonstration. Donc... on va essayer d'aller plus loin. Il faudra ça serait plus rentable finalement que baisser le salaire des députés, quoi. Oui, c'est plus rentable que baisser le salaire des députés. Ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai que si c'est quelques milliards, c'est quand même très bon à prendre. Hein, je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que sur le chiffre d'affaires, aujourd'hui, il parle de 500 millions sur 3% du chiffre d'affaires. Donc plusieurs milliards, c'est quand même important. Et c'est vrai qu'il faudrait pas passer à côté, quoi. Ça, c'est évident. Surtout 3 milliards, ça peut compenser. L'appel de Serge Guérin a eu de l'effet. On est passé à 94 452 votes. On a gagné 1000 votes d'un coup. Bravo, Serge Guérin. Bravo. Vous votez sur rmc.fr. Allez-y. Il est 21h36. Nous allons passer aux 3 premières. En 3e position, la prise en compte du vote blanc et invalider l'élection si le vote blanc est majoritaire. Anne Levade. Invalider l'élection si le vote blanc est majoritaire.
Alors, d'abord, la première question qui se pose, c'est la prise en compte du vote blanc. Dans quel cas? Est-ce que c'est dans tous les cas? Parce que le vote blanc, on peut le prendre en compte pour les élections. Quel cas on estime qu'aucun des candidats qui ne se présente n'est satisfaisant et donc on décide de manifester sa désapprobation en votant blanc. On peut aussi le faire à l'occasion d'un référendum, parce qu'on parle beaucoup de référendum, même si j'ai compris que ce n'était pas dans le top 10. Et là, j'ai été à grande surprise, ce n'est pas dans le top 30 même. Même? Mais même pas Étonnant. dans le top 30, le référendum. C'est dingue les différences. Trop d'emballement. C'est dingue les différences. Trop Trop d'emballement d'emballement sur tout le de sujet. suite sur le référendum. Et Il y a finalement- beaucoup moins de désir de référendum. C'est dans les 60 propositions, mais c'est pas dans les 30. Donc voilà, Pour donc prise l'instant. en compte du vote blanc, c'est Oui. voilà, pour quel scrutin, tous les scrutins, pas tous les scrutins, etc. Le prendre en compte, ça veut dire qu'on le décompte dans les suffrages exprimés. Parce qu'aujourd'hui, là encore depuis une loi de 2014, le vote blanc est comptabilisé. Avant, on mélangeait le blanc et le nul. C'est-à-dire on mettait une enveloppe vide, ce qui est un vote blanc, où on déchirait, où on faisait je ne sais quel signe sur un bulletin de vote. C'était décompté ensemble. En 2014, on a décidé que le vote blanc avait une particularité, donc on a décidé de le décompter au moment où on fait le dépouillement. Mais il ne rentre pas dans ce qu'on appelle les suffrages exprimés, c'est-à-dire qu'il est visible quand on proclame les résultats, comme le vote Mais nul. pourquoi cela? Alors pourquoi? Pour une raison simple, c'est que l'objectif d'une élection est d'élire quelqu'un, et que donc l'objectif de l'élection est de se baser sur ceux qui expriment un choix. Or le vote blanc, par définition, c'est quand même le rejet de tous les choix. Mais c'est aussi un choix. C'est un Ça n'est choix pas de une rejeter opinion. les choix. Ça n'est pas une opinion politique, c'est le rejet de toutes les Ça se opinions. discute. Ça se discute, mais ça, Sans je refuse contenu. le choix qu'on me propose. Sans C'est un contenu. choix. Alors, non mais j'entends bien les deux arguments. Je vous explique juste les raisons pour Oui, lesquelles oui. le Non, système mais bien qu'on a sûr. retenu aujourd'hui est celui-là. Et la vraie difficulté que ça pose, mais je vais donner un autre exemple d'ailleurs. La vraie difficulté que ça pose, c'est que si on invalide l'élection lorsque le vote blanc est majoritaire, alors d'abord, un détail, majoritaire, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a plus de blancs que de voix apportées à quiconque? Si vous avez 3 candidats et des votes blancs, vous pouvez avoir le blanc en tête parce qu'il aura 33% des voix. Ou est-ce qu'on est sur la majorité absolue? Si on a plus de 50% des voix qui se portent sur le vote blanc, effectivement, on peut considérer qu'il y a un problème. C'est un sujet qui a été, pas sous l'angle du vote blanc, mais c'est un sujet qui parfois est abordé lorsqu'on évoque l'abstention. Par exemple, dans certains pays, en Italie, quand il y a plus d'abstention, plus de 50% des électeurs qui ne se déplacent pas à un scrutin, on invalide le scrutin. On invalide le Prenez scrutin. par exemple le référendum sur le quinquennat en France. 70% de oui, mais 70% d'abstention. Donc ça veut dire que le référendum sur le quinquennat, si l'on avait été en Italie, aurait été invalidé. Alors, on peut dire, Ça, c'est quand même- ça n'intéresse pas les gens, donc finalement c'est pas un sujet, on le supprime. Très intéressant. Je rappelle juste un élément, c'est que invalider les élections, ça peut sembler sympathique. J'allais dire, on peut se dire c'est formidable, on est contre, etc. Ça a un coût, puisqu'on parle beaucoup de questions financières. Oui. Je rappelle qu'organiser une élection, ça coûte quelques millions d'euros. Et que, quand c'est pas quelques dizaines de millions d'euros, surtout qu'il faut comptabiliser l'argent des campagnes électorales en amont. Et donc, se dire, parce qu'il y a plus de votes blancs que de votes positifs en faveur de quelque chose, on recommence tout, ça risque de durer longtemps, et donc ça peut aussi, à un moment donné, outre user les nerfs des électeurs et des candidats, mais ça vous me direz c'est pas très grave, mais quand même aussi représenter un coût pour la démocratie. Jean-Marc Moscovici. Et en plus, pendant ce temps-là, on est obligé de garder les mêmes. Ceux d'avant, de les prolonger. Non, mais c'est quand même un sacré symbole. Le vote blanc arrive devant. C'est-à-dire quand même que les gens qui se présentent ne nous satisfont pas. Oui. C'est quand même, en termes de Ce légitimité. serait logique qu'on invalide une élection. Si Mais le là- vote blanc arrive en tête. En tout cas, ça Mais là, en démocratie, on vous répondra qu'à ce moment-là, chaque citoyen peut aussi lui-même se présenter. D'ailleurs, d'une certaine manière, le débat autour des Gilets jaunes, à un moment donné, a tourné autour de cela. C'est-à-dire, les Gilets jaunes contestent les institutions, les solutions, les politiques, etc. Et donc, beaucoup de gens, j'allais dire raisonnants selon les canons habituels de la démocratie, disent il faut qu'ils présentent une liste et qu'effectivement ils rentrent dans le jeu politique s'ils ont des propositions alternatives à faire. Le problème, c'est que si à un moment donné, tout le monde est contre tout mais que personne ne propose rien... Et puis c'est vrai que le second va- tour on de va patouiller, du coup, le second tour de la présidentielle poserait beaucoup de problèmes, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait Alors- potentiellement se retrouver avec quelqu'un qui est, enfin, un président ou une présidente qui n'est pas la majorité absolue. Moi, j'ai En plus. un tout petit amendement, mais qui concerne votre profession. On pourrait systématiquement, au résultat des élections, donner 2 décomptes, juste les suffrages exprimés, ce qui est en général ce qu'on nous sert, et ramener ça aux gens qui ont voté, ce qui est une façon de prendre en compte le vote blanc, au moins dans la présentation des résultats. Oui. Et C'est vrai.
ce qu'on ne fait qu'exceptionnellement. Je suis assez d'accord. On ne donne pas le nombre de votes blancs. Très rarement. Et on ne donne pas du suffrage exprimé, oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 51% des suffrages exprimés, on se rendrait compte que si on enlève 45 ou je sais pas quoi, en fait, c'est 45% des votants. Des votants. J'ai pas la majorité. Ça donnerait une indication. Ça repose le problème de la majorité. Et ça repose le problème de la délégitimation des institutions. C'est un choix, mais il faut juste être conscient de ce que ça veut dire. C'est une information qui est intéressante. Non, j'entends, mais vous savez comme moi que c'est ce qu'on retiendra. Et même si on va encore plus loin, on peut même réintégrer ceux qui se sont abstenus et dire, alors là, c'est plus que... Là, je parle juste des votants. L'information existe, je pense. Voilà, le débat est ouvert. Si on met l'abstation... Et certains, en 2017, ont utilisé cet argument en disant, on sait bien que... Là, ça serait une prime aux gens qui se sont déplacés, qui ont dit rien ne me tente vraiment. Voilà. Et je dis pas qu'il faut rebattre les oreilles tout le temps. Je dis le fait de donner cette information à un moment est quand même quelque chose d'un... En tout cas, l'histoire des 50%, je trouve que ça, s'il n'y a pas 50% de gens qui se déplacent, ça me paraît assez intéressant de dire, ça vaut pas. Ben moi je suis assez d'accord. Personnellement, je suis assez d'accord. Mais par exemple, prenez les élections européennes, tout à fait envisageable, et c'est même déjà arrivé. Et oui, mais... Voilà, et donc, si on fixe cette règle pour le référendum, c'est pas forcément absurde de considérer qu'on peut la fixer aussi. Alors là aussi, on retombe sur un autre problème, c'est que certains disent qu'il faut rendre le vote obligatoire. Là encore, en France, on a fait un choix historique depuis la Révolution française. Nous sommes dans une logique de vote facultatif. C'est-à-dire que chaque citoyen, en son âme et conscience, le jour de l'élection, décide s'il veut prendre part à la décision collective ou rester chez lui. Personne ne va sonder les reins et les cœurs pour savoir les raisons pour lesquelles il est resté chez lui. Donc, à partir du moment où on est sur un vote facultatif, ça veut dire qu'on part du principe que si un beau jour, il y a très peu de gens qui se déplacent, et ben finalement, c'est la liberté de l'électeur. Donc, vous voyez que vote blanc, nombre minimum de votants, etc., ça nous rapproche d'une tendance qui est culturellement et politiquement pas la nôtre, c'est-à-dire celle du vote obligatoire. Tout ça, c'est des choix avec derrière, évidemment, des conséquences sur le Serge Guérin. Jacques, on pourrait faire un lien avec tout ce qui a été dit, si on pourrait décider que s'il y a moins de 50%, le salaire des députés est divisé par 2, puisqu'ils ont moins de 50%. On pourrait inventer un truc comme ça on retrouve un peu tout le monde. 95 125 votants. On va y arriver. Mais on va finir par y arriver, oui, ça, c'est rmc.fr, donc, pour voter, 95 125 votants. Allez, les deux premières, maintenant. En deuxième position, fin des avantages pour les anciens présidents et premiers ministres. C'est encore moins. Oui. Il y a beaucoup d'instituts. Mais en même temps, c'est pas vraiment de l'institutionnel. Non, mais c'est une demande là, c'est une demande extrêmement forte. Extrêmement forte. On a beaucoup parlé du secrétariat, de la sécurité, des présidents de la République, mais aussi des premiers ministres. Alors, il faut bien faire la différence entre Ils sont nombreux en vie, les premiers ministres encore. Tant mieux. Tant mieux pour eux, mais ils sont nombreux. L'allongement de l'espérance de vie, on le voit bien. Oui. Et comme ils sont de plus en plus jeunes élus, forcément, ils vont rester très longtemps. Oui. Alors, il faut d'abord bien distinguer les trois cas de figure. Oui. Les ministres, soyons clairs, les anciens ministres n'ont aucun avantage. Bon, aucun avantage. Le régime, c'est celui du paiement pendant les 3 mois qui suivent la fin de leur fonction, s'ils n'ont pas d'autres rémunérations, donc s'ils n'ont pas retrouvé un travail, de leur indemnité de ministre. Et au bout de 3 mois, ça tombe. Et derrière, les seuls ministres qui, par tradition, j'allais dire, ont parfois des avantages, notamment en termes de chauffeurs, etc., sont plutôt les ministres de l'Intérieur. Le cas échéant, certains gardes des Sceaux, mais quasiment plus aujourd'hui. On est plus dans... Mais le ministre de l'Intérieur, ils ont plus qu'un chauffeur. Au chauffeur, sécurité, c'est un peu normal aussi, mais plus que ça. Le ministre de l'Intérieur sont... Ça dépend. Faut pas trop fantasmer là-dessus. Ah bon? D'abord, il faut aussi rappeler que pour tout ce monde-là, pour le coup, jusqu'en 2008, on était dans l'opacité la plus complète. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de règles du jeu qui étaient clairement fixées, à part une, c'est que, et je crois que c'est un texte de début des années 60, que la retraite d'anciens présidents de la République était indexée sur la retraite des conseillers d'État. Voilà. C'est-à-dire à peu près 5 500 € net ou quelque chose comme ça comme retraite. Après, il y a toute une série d'avantages qui, à un moment donné, se sont ajoutés à tout cela, comme d'ailleurs la rémunération du chef d'État. Pendant très longtemps, la rémunération du chef d'État était déterminée, on ne savait pas comment, c'est en 2008 qu'on décide de la fixer par la loi. Alors, pour les anciens présidents de la République, les choses ont été clarifiées par un décret de 2016. Donc,
D'abord, il y a le fait que les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel, ce qui veut dire que s'ils décident d'y siéger, ils sont rémunérés en tant que membres du Conseil constitutionnel. Combien? Quelle rémunération? 14 000 euros. Combien? 14 000 euros. S'ils n'y vont pas, s'ils n'y siègent pas, et aujourd'hui, à part Valéry Giscard d'Estaing, plus aucun ancien président de la République n'y va, ils ne sont pas rémunérés. Donc ça n'est pas un... Mais les 14 000 euros sont cumulés avec... Avec leur retraite. Avec leur retraite d'anciens présidents? Oui. Mais attendez, être membre du Conseil constitutionnel, pour le coup, s'ils y vont, c'est un vrai job. Hein. Oui. C'est un vrai job. Oui. Non, mais je n'ai pas de doute sur le job. C'est pas juste la présence. Pose des questions comme ça. C'est pas juste la présence le jour de la réunion. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu de travail en amont. D'autant que le Conseil est une toute petite structure. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Donc, ça n'est pas un avantage des anciens présidents de la République. Il se trouve que la Constitution a prévu depuis 1958 que les anciens présidents étaient membres de droit du Conseil. Encore une fois, s'ils n'y vont pas, voilà. Dans d'autres pays, on a fixé des règles. Par exemple, en Italie, les anciens présidents de la République sont automatiquement sénateurs à vie. D'accord. Voilà. Donc, il y a des usages d'un État à l'autre. Deviennent sénateurs. Voilà. Et ils siègent? Et ils siègent, mais en tout cas, comme ils sont sénateurs à vie, pour le coup, même s'ils ne siègent pas de manière effective, eux peuvent toucher leur rémunération. Donc, vous voyez, donc après, voilà, chaque État a trouvé des solutions pour récompenser ceux qui sont assez âgés, généralement, les présidents italiens. Oui, c'est vrai que les présidents italiens sont plus âgés. Donc, deuxième élément, la retraite, je le disais, qui est touchée à l'âge de la retraite, c'est-à-dire dès qu'on a fini son mandat de président, on ne bénéficie pas de la retraite. Là, on est bien dans le cadre du régime des retraites. Et puis par ailleurs, effectivement, il y a des avantages et le décret de 2016 a mis en place un système dégressif, c'est-à-dire que pendant 5 ans après le mandat, les anciens présidents de la République bénéficient de mise à disposition de personnel, véhicules locaux, etc. Et au bout de 5 ans, le décret prévoit un système de dégressivité, donc moins de personnel, etc., etc. Donc ça a été cadré pour la première fois. On peut encore le contester, mais objectivement, il y a déjà beaucoup de mieux par rapport à ce qui existait auparavant. Les anciens premiers ministres, là c'est différent, puisque les anciens premiers ministres bénéficient, eux, ils sont des ministres comme les autres, d'aucune retraite en tant que telle, enfin d'aucun régime d'aménagement en tant qu'avantage. Il n'y a pas une retraite d'anciens premiers ministres. En revanche, il y a une tradition de mise à disposition de locaux et de personnel qui, là, font l'objet aussi, depuis 2016, d'une réglementation plus claire. Encore une fois, l'idée, c'était plus d'être dans des usages, sauf qu'évidemment, les anciens ministres sont de plus en plus nombreux, les anciens présidents aussi, et puis on l'accepte de moins en moins. Est-ce que ces avantages peuvent être réduits ou pas? Je sais pas. Alors, moi, j'avoue que... Est-ce qu'ils doivent être réduits ou pas? Est-ce que c'est très important? Financièrement, c'est pas le coup. C'est la symbolique. C'est la symbolique. Alors, c'est la symbolique et en même temps... Et les privilégiés, tout ça. Ça revient beaucoup quand même. Hein. Ça revient beaucoup. Ça revient partout. C'est en deuxième position. Mais partout. En même temps, les fonctions... Non, c'est le symbole. Oui, et en même temps, les fonctions qu'ils ont exercées sont particulières aussi. Oui, mais enfin, un ancien président de la République, il a 7, 8, 10 personnes à sa disposition. Alors, pendant 5 ans, il a droit à 7. Et au bout de 5 ans, on passe à 3. Bon. Ce qui est déjà la réforme de 2007. D'accord. Bon, on va finir avec la première. Vous savez ce que nous allons faire? On va la garder pour... après la pub. Allez, un peu de système. Après la pub. Non, je vais faire un point sur les votants. 95 607. Donc, nous allons découvrir la première proposition qui arrive en tête. Et ensuite, nous allons passer à d'autres propositions qui sont dans les 30. Parce que là, on a donné 10, pas 9 pour l'instant. On va en donner 10 et ensuite, donc vous allez voir, sur l'environnement et l'écologie, il y a plein de choses. Sur le glyphosate, la taxation des carburants maritimes, l'incitation aux frais de ferroviaire, la mise en place d'une vignette poids lourd, tout cela, on va en parler avec Jean-Marc Jancovici. Nous parlerons aussi d'autres propositions, par exemple redonner à l'État la gestion des autoroutes. Ça revient régulièrement, ça coûterait une fortune, mais bon, ça revient. La suppression de l'AME aussi, qui est l'une des propositions, on va en parler. La fiscalité, l'économie, suppression des droits de succession, sauf pour les plus hauts.
patrimoine, allocation familiale dès le premier enfant est limitée à 3 enfants, paiement de l'impôt sur le revenu dès le premier euro gagné, enfin tout cela, on va en parler. Et puis, nous allons parler aussi d'autres propositions sur les institutions, réduction du nombre de parlementaires, dose de proportionnelle. Enfin, nous ne parlerons pas, peut-être un mot à la fin, du référendum, de la suppression de l'ISF et de la légalisation du cannabis. Voilà 3 propositions qui ne sont pas dans les 30 voulues par les auditeurs d'RMC et les téléspectateurs d'RMC Découverte. Ce qui surprend tout le monde, mais moi le premier, j'ai été surpris. L'ISF, ben non. Pas tellement demandé, la suppression de l'ISF, curieusement, et le référendum, curieusement ou pas, rétablissement, pardon, de l'ISF. Oui, suppression, c'est fait. Et le référendum non plus. Ni référendum révocatoire, ni référendum abrogatoire, ni... Enfin, aucun référendum. D'accord, aucun. Allez, 95 607 votants, il est 21h52, on se retrouve dans quelques minutes. Pas mal, en fait, c'est... Rien n'est impossible, vos 30... Rien n'est impossible, vos 30 propositions de loi citoyenne. Nous avons découvert les 9 premières, non pas les 9 premières, du numéro 2 au numéro 10. Et maintenant, la première proposition qui arrive en tête des 30 propositions qui se dégagent. Je vous rappelle que vous avez 60 propositions. Vous allez sur le site rmc.fr et vous allez dégager 30 propositions de loi citoyenne que je porterai devant tous les élus de la République. En tête, donc, avec 52 407 votants, la revalorisation des salaires des enseignants. Et nous sommes avec... Présentez-vous. Catherine. Catherine. Pour la première fois de ma vie, je crois que je suis en première position quelque part, donc c'est pas mal. Parce que Catherine est professeure des écoles. Donc je suis professeure des écoles, effectivement, depuis 25 ans en ZEP, en région parisienne. Et ça fait donc 25 ans. Et donc une bonne dizaine de ministres que j'ai vu passer. Et toujours avec le même mot, l'éducation, qui est au centre, presque une priorité, la priorité, l'éducation. Et donc toujours avec une belle preuve d'amour pour les enseignants. Enfin, une belle déclaration d'amour. Moi, ce que je veux, c'est une preuve d'amour. Et les preuves d'amour, ça commence déjà par la reconnaissance. Et puis la reconnaissance, c'est aussi la revalorisation des salaires. Et l'entrée dans le métier, chez nous, c'est assez compliqué parce qu'on est les jeunes instits que j'admire. Ils sont à Bac+5, ils rentrent dans le métier à 1 500 € par mois. Et au bout de 15 ans, à peu près, on est à 2 200 € net par mois. Donc, par rapport aux autres catégories A de la fonction publique, on est quand même bien en retrait. Et comme le mot, en ce moment, depuis 3 mois, et c'est la justice, il y a la justice sociale, il y a la justice fiscale, il y a aussi la justice salariale. Moi, je crois qu'on vole pas notre métier. On fait le boulot, on le fait bien, on le fait passionnément. Et combien gagnez-vous, Catherine? Moi, je gagne 2 300 € net par mois. 2 300 € net par mois. Combien d'années? 25 ans. 25 ans d'éducation nationale. 25 ans à... Alors je me plains pas, je me plains pas. C'est surtout pour les jeunes qui... Vous êtes à Clichy, je crois. Je suis à Clichy, je suis à Clichy-la-Garenne. C'est pour les jeunes qui rentrent dans le métier, parce que c'est véritablement l'éducation. On dit que c'est important avec tout ce qui se passe en ce moment. Mardi dernier encore, il y avait ce mouvement contre l'antisémitisme, et sur chaque plateau, on entendait l'éducation, l'école, que fait l'école. Quand il y a eu les attentats en 2015, c'était qu'a fait l'école, le chômage, qu'a fait l'école, que fait l'école. Pour avoir des bons professeurs des écoles, il faut avoir une formation qui est à la hauteur. Et on est des gens, on fait tout ce qu'on peut du mieux qu'on peut. Alors, cette justice-là, je crois que elle est légitime. Je crois que c'est pas aberrant, c'est pas indécent. Je crois pas. Quelle question avez-vous envie de poser à nos experts? J'ai pas tellement de questions. J'ai pas de questions. Si vous aviez le ministre face à vous, que lui diriez-vous? Moi, Jean-Michel Blanquer. Si j'avais le ministre, je dis les paroles, c'est bien. Ouais. Les actes, c'est mieux. Ouais. Donc augmentez-nous. Hier soir, je l'ai entendu, c'est bien, c'est très bien, mais toujours les mêmes discours, ça fait 30 ans, on va essayer, dans 5 ans, ça sera mieux, mais faites-le maintenant. Alors j'ai vu qu'il y avait certaines propositions, les heures supplémentaires,
augmenter le nombre d'heures supplémentaires, c'est ça? Nous, professeurs des écoles, alors c'est très délicat parce que nous, les professeurs des écoles, on peut, en région parisienne, par exemple, on fait les études le soir, on peut avoir des heures supplémentaires. Mais c'est pareil, les instituteurs en ruralité n'ont pas les études. Donc ça peut être des fois 100, 200, 300, ça peut même aller jusqu'à 400 € par mois en plus. Et là aussi, il y a une injustice. On fait le même métier, qu'on soit à Guingamp ou à Nîmes, on fait le même métier, ou à Paris, on fait le même métier, et il y a des disparités de salaire. Si, on fait le même métier. Si, on fait le même. On fait le même. Non, parce que je vois que... Non, Serge Guérin n'est pas tout à fait d'accord. Hein. Pourquoi, Serge? Parce que les publics sont pas nécessairement les mêmes, et c'est pas pareil d'être, je vais caricaturer, dans le 16e arrondissement et d'être dans certains quartiers. C'est pas pareil de ne pas avoir aucun accès, par exemple, à d'autres, à des musées, à des éléments comme ça, quand on est très très loin, avoir des problèmes de déplacement, par exemple, pour emmener les enfants, aller voir un musée, des choses comme ça, quand on est très loin que quand on est dans une ville. Donc il y a aussi quand même des différences. C'est le même métier dans la volonté, mais après dans la situation, parfois ça peut être assez différent. Vous avez raison. Vous avez raison sur ce coup-là. Bien, merci Catherine. Merci. C'est la première proposition. Qui est en tête, la revalorisation des salaires des enseignants. Mathieu Plane. Si elle est en tête, c'est qu'il y a des raisons. Hein. Mais alors, ça rejoint ce qu'on disait peut-être tout à l'heure avec la fonction publique hospitalière. Ce sont des fonctionnaires dont on connaît la valeur et qu'on pense mal payés, pas suffisamment payés parce qu'ils ont beaucoup de mérite, d'abord parce qu'ils sont proches de nous. Non, alors c'est vrai que... Et on s'identifie à eux. Et on a besoin d'eux. Et on a besoin d'eux, nos enfants ont besoin d'eux. Et voilà. C'est un investissement dans l'avenir important. Donc c'est vrai, on peut penser que le salaire fait pas tout, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est une forme de reconnaissance. Donc la question qui se pose, c'est effectivement, ça fait presque 10 ans qu'il y a eu très peu de revalorisation de l'institution publique, différentes raisons. Mais c'est vrai, quand on fait les comparaisons internationales, pour le coup, la France se place très mal. Dans la rémunération des enseignants, notamment dans le primaire. On est très bas, on est presque en bas de l'échelle de l'OCDE. On est par exemple, primaire, c'est quasiment 2 fois moins qu'en Allemagne. C'est-à-dire que Catherine en Allemagne gagnerait 2 fois plus. Elle serait autour de 4000, je pense, oui. 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a donc, et donc c'est vrai que cette question se pose là-dessus. Alors on a une dépense d'éducation pourtant qui est assez élevée, mais pour d'autres raisons, et notamment parce qu'on a beaucoup d'enfants par rapport à d'autres pays. Donc forcément, plus vous avez d'enfants, plus vous allez dépenser. Donc, mais la dépense par élève n'est pas très élevée. Et surtout, ce qui est attribué aux rémunérations des enseignants est assez faible. Et par contre, il y a d'autres choses. Chez nous, sur la dépense d'éducation nationale, ça va être tous les services annexes. Ça va être la cantine, c'est le transport scolaire que d'autres n'ont pas. Mais par contre, la rémunération des enseignants, c'est un vrai débat. Et aujourd'hui, la France est vraiment en bas de classement. Et cette question peut se poser sur après. Au-delà de ça, vous avez parlé des jeunes, mais je pense que l'attractivité du métier, quoi. La question pour le futur, c'est-à-dire que si vous voulez avoir aussi des enseignants qui sont de qualité, il faut aussi être capable de les attirer, parce que sinon il y a des arbitrages qui se font dans votre vie. Et effectivement, aujourd'hui, les conditions de travail sont pas toujours évidentes. Et surtout, il y a aussi autre chose par rapport aux autres pays, c'est qu'il y a plus d'élèves par professeur en France que dans les autres pays. C'est-à-dire que les classes seront quand même très remplies, quoi. Donc le coût par élève est assez faible, et donc cette question-là doit être posée. Bien. Oui, Catherine. Alors, attends, je me précipite, Catherine. Vite. Je vous laisse. Allez-y. Petite chose, plus le gel du point d'indice depuis 2010, qui a plombé, nous, véritablement, les enseignants, ça a plombé depuis 2010. Je crois qu'il y a eu peut-être en 2016 ou 2017, il y a eu... Là, il y a récemment, mais 2016-2017, c'est regelé. Et ça a plombé Moi, j'ai un collègue, il y a 2 ou 3 ans, un jeune instit, qui dormait dans sa voiture. Et il se douchait à l'école. Oui, évidemment. Donc, première proposition qui arrive en tête pour l'instant. On est à combien de votants 96 832. 96 832. On va y arriver. On y arrive. On va y arriver, Serge. Non, mais c'est quand même super bon signe. Oui. Je trouve que les gens qui répondent, ils pensent d'abord aux enseignants, c'est-à-dire aussi à l'avenir, aussi à leurs enfants. Et je suis surpris. Il y a quand même quelque chose de fort derrière. Mais depuis le début, je suis surpris par ces résultats. C'est finalement assez positif. Absolument. C'est ça qui est très, très intéressant. Et oui, il n'y a pas que des râleurs. C'est ça. Et il y a aussi des hommes, des femmes, des Français qui veulent construire, qui veulent faire avancer les choses. Alors regardons environnement écologie, puisque maintenant nous avons les 10 premières. Mais derrière les 10 premières, il y en a 20
puisque je vous rappelle que j'en porterai 30, il y en a 20 qui sont pas loin en nombre de votes. L'environnement, l'écologie. La fin du glyphosate d'ici 3 ans et l'accélération de la transition des agriculteurs vers le bio. Alors c'est rigolo parce que je sors du salon de l'agriculture justement, oui. Où j'ai Jean-Marc Jancovici. Où j'ai été discuter avec un représentant d'une organisation syndicale agricole. Alors l'agriculture, en fait, elle est aujourd'hui héritière d'une longue histoire qui a démarré il y a soit quelques siècles, soit dans l'après-guerre. Il faut savoir que dans l'immédiate après-guerre, il y avait encore un tiers de la population active qui était dans l'agriculture. Un tiers. Un tiers. Beaucoup, hein. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est 3,5, 4%. Pour rigoler, 2%. 2% même. Non, c'est chaque jour, chaque jour, ça diminue. Et dans le même temps, le prix réel de la nourriture a été divisé par n'importe quoi entre 5 et 10. Bon. Donc en fait, les agriculteurs d'aujourd'hui, ils sont devenus formidablement aidés par l'énergie abondante à tous les étages, pour faire avancer les tracteurs et tous les engins agricoles, pour transporter tout ce qu'ils produisent. Si on a réussi à vider les campagnes et à mettre tout le monde en ville, c'est parce que vous avez 1 camion sur 3 en France qui transporte quelque chose qui se mange. Non. Donc vous avez une dépendance au transport à l'aval et donc au pétrole à l'aval qui est absolument massive. Ils ont également été aidés par les engrais qui sont fabriqués avec du gaz naturel, il faut le rappeler, c'est la chimie de l'ammoniac avec du gaz naturel, et enfin par les phytosanitaires. Donc en fait ils ont eu toutes ces aides, mais qui se payent toutes plus ou moins cher d'une certaine manière. Alors il y a une première chose qu'on paye, c'est que les campagnes qui ont été désertifiées, ce qui n'est pas nécessairement une très bonne idée dans l'absolu. La deuxième chose qu'on paye, c'est qu'effectivement maintenant on met des phytosanitaires partout parce que ça remplace les ouvriers qui désherbaient. Et si on veut faire le chemin inverse, faut remettre les ouvriers pour désherber et c'est plus le même prix. Donc on a un arbitrage en ce moment entre... oui, c'est exactement ça, c'est un problème de vase communicant. On a 6 millions de chômeurs. Oui, mais si on les met dans l'agriculture, ce qui serait sur le papier une très bonne idée, à ce moment, il faut accepter de payer le prix de la nourriture de manière plus élevée. Alors, vous pouvez avoir des voies de contournement, vous pouvez faire des circuits plus courts, mais du coup, ça veut dire que vous avez moins de monde dans la grande distribution. Enfin bon, bref, tout ça est un jeu de Mikado, vous savez. Mais on sent cette aspiration quand même à une nourriture saine. À mon avis, il faut... Le bio, la fin du glyphosate. Je vais vous donner un avis personnel, mais c'est un avis personnel à ce moment. Jean-Marc. Mon avis personnel, c'est que dans le monde qui s'annonce, on a tout intérêt à remettre du monde dans l'agriculture, à augmenter la valeur ajoutée qui va dans les exploitations. Par exemple, transformer le lait en yaourt directement à la ferme, au lieu de vendre son lait à un collecteur de lait qui va vous l'acheter pas cher. On a intérêt, du coup, à accepter, nous les consommateurs, qu'on va manger moins de ce qui vaut cher, typiquement la viande, mais que l'éleveur ou l'agriculteur touchera une part plus importante de ce qu'on paye. Et il faut accepter à ce moment qu'une partie des emplois qui sont aujourd'hui dans la grande distribution et dans les gros de l'agroalimentaire se déplacent ailleurs. Oui. Voilà. Et c'est un truc qu'on va pas faire en une semaine, mais il faut le faire. Oui, l'aménagement du territoire derrière. Et on va encourager les circuits courts. Évidemment. Et on va encourager, entre autres choses, plus de circuits courts. Évidemment. Mais vous continuerez de faire du vin de Bordeaux à Bordeaux, pas partout en France. Taxation. 97 046. Taxation des carburants maritimes et aériens. Alors, attention à la compétitivité économique, nous disent ceux qui sont contre. Oui, moi je suis tout à fait pour, mais ça pose un problème pratique, qui est qu'aujourd'hui vous avez une convention internationale qui vous dit que le kérosène n'est pas taxé. Ouais. Donc il faut juste défaire cette convention. C'est la convention de Chicago, je crois. Ça n'est qu'une convention humaine, donc on peut très bien défaire toute convention humaine peut être défaite par les hommes, mais c'est encore pire que l'Europe des 28 ou 27, ça dépend de si on parle avant ou après mars. Il faut se mettre d'accord à beaucoup. Il y a des gens qui ont proposé déjà de commencer par les taxer sur les vols intérieurs. Oui. Enfin, en France, en vol intérieur, il nous reste Paris-Toulouse. Paris-Nice. Et Paris-Nice, absolument. Paris-Marseille. Paris-Marseille, le TGV, on a tué 80%. Bon, mise en place d'une vignette poids lourd. Alors, à la fois pour les transporteurs français et étrangers, ça va faire hurler, je sais, le transport routier. C'était l'écotaxe. C'était l'écotaxe. Le principe de l'écotaxe. Oui. C'est le caprice à 1 milliard de madame, je ne nommerai pas, celle dont on nomme, celle dont on dit. C'est vrai que ça nous a coûté 1 milliard, ça fait. Ah oui, 1 milliard par an, donc ça nous a coûté. Alors, il faut savoir que le transport routier est un métier à très faible marge. Oui. S'il y a des transporteurs qui nous écoutent. Donc en fait, dès que vous voulez monter le prix du transport routier pour faire payer la pollution du transport routier, il faut obligatoirement le répercuter sur ce qu'on appelle les chargeurs, c'est-à-dire les gens qui donnent les marchandises à transporter.
Ah oui, c'est obligatoire. Donc c'est le consommateur en bout de course qui va payer plus cher. Ah mais à un moment, c'est toujours de toute façon. Mais c'est un choix collectif. En fait, c'est un choix collectif. C'est une adhésion. D'ailleurs, à l'environnement, c'est une adhésion collective. Exactement. Ce qui est très intéressant dans les questions qui sont posées, finalement, c'est à quelle contrepartie on est prêt à mettre ça en... C'est toujours une affaire de contrepartie. Donc à quelle contrepartie on est prêt à faire ça. Je gagne de la soirée, je réduis l'écologie. Évidemment. Exactement. Donc la vignette poids lourd... Alors la vignette, d'une manière générale, sur tous les véhicules qui consomment du pétrole serait une bonne idée, parce que, pour mettre la casquette de triste cire, il faut savoir que le pétrole n'est pas éternel, climat ou pas climat, que depuis 2006, l'approvisionnement pétrolier de l'Europe décline en tendance. Donc là, il est reparti à la hausse quelques années grâce au pétrole de schiste, ça va repartir dans l'autre sens. Donc de toute façon, il va falloir organiser la société avec de moins en moins de pétrole, de toute façon. Et donc, il faut amortir cette chose-là dans la durée. Donc tout mécanisme qui permet de l'amortir dans la durée est bien mieux que toute crise brutale. Bien, je retourne dans le public parce que Guillaume a lui aussi une proposition à défendre. Bonsoir Guillaume, présentez-vous. Alors. Bonsoir, donc je suis Guillaume, je suis conducteur de train, j'habite en Bretagne. Et moi je veux défendre donc forcément le fret ferroviaire en France, qui n'arrête pas de baisser depuis... plus de 30 ans. Et c'est l'une des propositions. Incitation au fret ferroviaire, bonus-malus pour les entreprises en fonction du taux de marchandises transportées par rail. Oui. Faut regarder. Alors le transport par rail, puisque vous êtes dans le système ferroviaire, vous savez qu'en fait, historiquement, il était surtout conçu pour les pondéreux, c'est-à-dire les choses qui pèsent lourd, le bois, les céréales, le charbon, le ciment en vrac, etc., qui allait d'un point donné à un autre point donné, puis toujours le même. Donc toujours du bassin des silos, par exemple, d'entreposage des céréales, vers le port où on les exporte, ou vers l'usine où on transforme. Aujourd'hui, qu'on a essentiellement des endroits où on produit des produits manufacturés en petite quantité, en fait, ce système de transport, il demande à être complété par du camion. C'est-à-dire qu'il faut aller mettre du camion à l'amont, mettre ça dans des wagons, faire un train qui va jusqu'à un endroit où on dégroupe, pour redistribuer derrière. Si je peux me permettre, Guillaume, il y a le transport de combiné qui existe. Alors, absolument. Qui est très simple et... Alors, expliquez-nous, le transport de combiné, c'est une caisse mobile qui va sur camion comme sur train. Ah, c'est ça, mais il faut du camion. La même caisse, quoi. Oui, il faut du camion avant et après. Alors, je suis juste en train d'expliquer le système. Et le fait qu'il y a eu une contraction naturelle d'une grosse partie du fret ferroviaire, parce que c'était le fret de matériaux pondéreux. Il y a des endroits où il résiste très bien pour une très mauvaise raison. Par exemple, les États-Unis, le fret ferroviaire résiste très bien pour transporter du charbon. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Oui. Donc, juste pour finir, donc le combiné est effectivement quelque chose. Guillaume a des choses à dire. Le combiné est quelque chose qui peut effectivement représenter une fraction plus importante que ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a une petite rupture de charge parce qu'il faut prendre la caisse sur le camion, la mettre sur le train, etc. Et après, vous avez un deuxième problème sur les infrastructures, c'est qu'aujourd'hui, on a favorisé en France des infrastructures ferroviaires pour transporter des passagers. Et vous avez un engorgement sur les sillons quand vous voulez faire passer des trains de fret. Alors tout ça est soluble dans le temps, mais il faut avoir une volonté un peu continue. Voilà, c'est ça le... Mais le souci dans tout ça, c'est que qui gère ça, c'est la SNCF. Et du coup, la SNCF, il faut savoir aussi quand même que c'est le premier transporteur routier de France. Oui. Avec leur filiale. Et ça, ça tue tout, dont le fret. Et du coup, ça fait que... le fret n'arrête pas. Donc c'est la SNCF qui tue le fret, le rail, quoi. C'est original, quand même. Oui, c'est original. C'est très français, ça. Ça dépend à qui vous parlez au sein de la SNCF, parce que si vous parlez, demain matin, je reçois Guillaume Pépi, justement. Ça tombe bien. Mais oui, c'est vrai, ça tombe bien. Si vous parlez aux gens du fret ferroviaire, ils en sont pas ravis de cette évolution. Ils sont pas ravis. Voilà. Bon, mais en Europe, vous avez en Europe, du coup, il y a les trains corridors qui traversent tous les pays. Et en Allemagne, donc c'est le nom du train, c'est des trains qui vont d'un pays à un autre, en traversant par exemple la France. Ça va jusqu'en Norvège, en Suède, ça va de l'Irlande jusqu'à ici, avec des changements via le maritime. Et en France, on n'a que 2 gros axes de corridors. Un pour l'Italie, un pour l'Espagne, Portugal. Mais il y a des régions qui sont délaissées, comme en Bretagne par exemple. Mais vous avez une carte. Oui, j'ai une carte. Regardez. Non, parce que Guillaume n'est pas venu seul. Il est équipé. Voilà. Alors, c'est quoi cette carte? Donc, c'est les trafics corridors en Europe. Et on voit qu'en France, ici, il y a un grand vide quand même.
la région Bretagne, qui est une des régions les plus importantes au niveau agroalimentaire, il n'y a rien dessus. Il y a quand même des questions à se poser. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a des trains corridors partout, sauf en France. Oui, ça reprend la bande industrialisée. Non mais c'est extraordinaire ça. Bravo Guillaume. Il faut garder le truc pour demain. Ah bah, oui. Voilà. Vous me le laissez? Merci. C'est génial. Ça va demain, Guillaume Pépi. Je vais sortir ça discrètement. Pas discrètement, tout à coup, je lui... Qu'est-ce que c'est? Et posez-lui la question. Tiens, ça va être assez amusant. Peut-être qu'il ne regarde, j'espère qu'il ne regarde pas. Posez-lui la question aussi de pourquoi maintenant le transport intérieur de marchandises, c'est 88% par la route, à peine 10% par le rail, et le fluvial, on n'en parle même pas, 2%. Les Allemands, au niveau trafic ferroviaire, toujours en interne, ils en sont à 18%. Le fret ferroviaire, donc ça c'est des chiffres qui datent de 2016, et la baisse en France par rapport à 2015, c'est 4,9%. Et tout ça pourquoi? Parce que la SNCF tue le fret ferroviaire par leurs propres filiales, qui sont des filiales poids lourds. C'est une aberration pour une entreprise ferroviaire. Pour une entreprise ferroviaire, faire du camion, c'est une aberration. Et moi, je comprends pas. Si Guillaume Pépi peut s'expliquer là-dessus, ce serait on va voir demain vraiment formidable. C'est bien, Guillaume. Merci. Vous m'avez posé. Comme ça, j'ai pas besoin. Ça, c'est bien. Vous êtes très efficace, Guillaume. Merci. Non, mais bravo. Vous vouliez dire quelque chose encore? Oui, allez-y, mais très vite, quand même. Très vite. Il y a des dépenses de la SNCF qui sont, pareil, aberrantes. On comprend pas. Ils ont créé Ouibus. La première année, ils ont fini en déficit de 750 millions d'euros. La première année, que pour Ouibus. La deuxième année, 250 millions. Ça fait 1 milliard. Et ils ont investi aussi 200 millions d'euros dans le projet de train Interloop, là, le train sous vide, là. Oui. Donc ça fait 1 milliard 200 millions d'euros. Et ce montant-là aurait pu être mis dans la rénovation des voies ferrées. Ce qui fait l'équivalent de 1200 km de voies ferrées neuves, rénovées. Oui, mais attendez, c'est pas la SNCF, les voies ferrées. Alors attention, oui, parce que maintenant il y a une séparation entre le... Il y a la séparation, mais ça reste SNCF Réseau. Entre le réseau et les... réseau et... Voilà. Il n'y a plus RFF, c'est SNCF Réseau. Et SNCF Réseau. Oui, mais c'est deux établissements distincts quand même. Je suis d'accord. Ça reste le même groupe quand même. Bien, merci. C'est un peu formel. Juste pour finir... très vite alors. Oui, sur le transport combiné, c'est évident qu'on peut faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait pas en faire plus, mais j'ai expliqué juste en fait d'où venait l'avantage historique du fret ferroviaire et donc pourquoi ça demandait de penser quelque chose d'un peu large et d'un peu long terme si on veut rebasculer plus de trafic sur le fret ferroviaire. C'est juste ça que je veux dire. Bien, merci Guillaume. Je mets votre petit papier dans la poche, comme ça je ne l'oublierai pas demain matin. Puisque nous parlons... Autre proposition qui revient aussi assez souvent et qui est dans les 30 pour l'instant, redonner à l'État la gestion des autoroutes. Alors ça, on a beaucoup parlé, ça coûterait 20 milliards d'euros. Ça dépend quand on le fait. Ouais. 20 milliards d'euros à l'État, ça coûterait ça? En tout cas, la privatisation a rapporté moins que ça, je crois. Mais... en fait, les concessionnaires, ils ont... pas rentable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné à des entreprises privées la concession. Oui. La concession court jusqu'à une certaine date, je ne sais pas exactement quand. Donc, à l'expiration de la date, s'il ne se passe rien, les autoroutes reviennent à l'État. Les gens ont la fin de la concession. Et si on veut les reprendre aux concessionnaires avant, il y a un dédit. Alors je ne sais pas quel est le montant du dédit et ça dépend de la période qui reste à courir. Et voilà. Mais du coup, donc c'est impossible. Alors si, c'est possible, mais ça coûterait très cher et c'est pas aujourd'hui dans les tuyaux. Donc, mais c'est vrai qu'il y a eu une erreur certainement stratégique, parce que finalement ça rapportait assez peu au regard du rendement aujourd'hui des autoroutes. Qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui avaient été réalisés par le passé, ça a été vendu au moment où ces investissements n'avaient pas été rentabilisés. C'est plutôt les acteurs. Ça permettrait de modérer les prix. Après, il y a une régulation qui peut s'opérer. L'État récupère déjà une bonne partie des péages. Oui, une bonne partie des péages. Il faut savoir que quand on dit que les péages augmentent, en fait, c'est une fois sur deux, c'est l'État qui a décidé de les augmenter. Mais certainement qu'il y a eu une erreur stratégique. Alors, parmi les autres propositions, je vais aller un peu plus vite parce que il y en a encore beaucoup. La suppression de l'AME, l'aide médicale d'État. Alors là,
Oui, non. Je rappelle que c'est une aide médicale qui permet aux étrangers en situation irrégulière d'accéder aux soins. Elle est attribuée, il faut quand même le préciser parce qu'on ne le précise jamais, sous condition de résidence stable et de ressources. Il y a un dossier évidemment à monter qui est accordé pour 1 an seulement. Hein. Il faut résider en France depuis plus de 3 mois. Je le précise parce que... Oui, c'est le sentiment d'un certain nombre de personnes de dire les étrangers, pour aller vite, soutiennent leur santé de manière gratuite chez nous. Oui. C'est à peu près ça qu'il y a derrière. Derrière, c'est aussi un discours qui peut être anti-immigration. Il faut juste rappeler que si on ne le fait pas, on a encore plus de risques de santé publique. Parce qu'un certain nombre de personnes qui arrivent en France avec un certain nombre de maladies, si en plus on ne les prend pas en compte, elles vont le démultiplier. Donc on voit bien qu'on a aussi... Monsieur, quel est votre prénom ? Olivier, et je pense qu'on prend le problème du mauvais côté. Allez-y. Il ne faut pas supprimer l'AME, mais il faut expulser les 325 000 personnes qui sont en situation irrégulière, qui n'ont pas le droit de résider sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on ne supprime pas l'AME, mais on reconduit dans leur pays ceux qui ne sont pas en situation régulière. L'AME, par définition, sont clandestins. Ils ne sont pas demandeurs d'asile, ils sont clandestins sur le terrain. Et on connaît leur adresse parce que ils ont une carte vitale comme les Français. Et il y a même 2 centres de sécurité sociale à Paris qui gèrent spécifiquement cette population. Donc on sait parfaitement où ils sont. Et pour mieux accueillir les immigrants légaux, il faut qu'il y ait un flux de retour vers les pays pour ceux qui n'ont pas de papier en France. Qui veut réagir? Non. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien derrière, même si c'est pas apparu de manière très forte dans les éléments, on voit bien que la question des flux migratoires est une vraie problématique. On l'a sur les enseignants, parce qu'un certain nombre des nouveaux élèves qu'ils ont, ils viennent de là, et ainsi de suite. Bien sûr. C'est globalement comment on organise Serge, je complète avec une autre proposition qui est dans les 30 pour l'instant, qui est les quotas. Les quotas d'immigration économique. Instaurer des quotas d'immigration économique. Prenez un micro, Olivier. La France délivre 30 000 permis de travail pour 20 millions de travailleurs du privé, c'est dérisoire. La Pologne, qui est connue qui est anti-immigration, délivre 300 000 permis de travail à des étrangers. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de reconduire aussi les 60 000 réfugiés qui demandent l'asile politique et qui sont déboutés. Pour pouvoir accepter les étrangers en France, il faut que le flux soit d'aller et de retour. Mais pour expulser un étranger, il ne suffit pas que la France décide de le reprendre, il faut que son pays d'origine accepte. L'année dernière, on a expulsé 17 Maliens parce que le Mali refuse de reprendre ses citoyens. C'est vrai. Et aux Comores, par exemple, le président refuse depuis 1 an de reprendre les gens qui sont à Mayotte. La France lui a dit on vous coupe l'aide économique, il a dit j'en ai rien à faire, c'est la Chine qui me paye mon aéroport. Est-ce que la France est prête à perdre des positions en Afrique pour lutter contre l'immigration clandestine? Ça, c'est le vrai débat. Bien. Vous voulez ajouter quelque chose, non? Bon, non, alors on passe à autre chose. Aussi comme débat. Mais ça existe. Ouais. 97 726. On approche les 98 000, on va peut-être y arriver. 100 000. Passons à la fiscalité, rmc.fr pour voter. Passons à la fiscalité de l'économie. Suppression des droits de succession, sauf pour les plus hauts revenus, Mathieu Plane. Alors ça c'est assez étonnant. Les plus hauts patrimoine. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en ligne directe, en réalité, plus de 80% des successions ou donations ne sont pas taxées. Et qu'en réalité, vous regardez, les abattements, c'est 100 000 € en ligne directe par parent et par enfant. Et donc, sur ce qui est transmis, en gros, il y a à peu près 80% qui ne sont pas taxés. C'est vrai que quand vous êtes en ligne indirecte, c'est-à-dire que c'est pas directement de parents enfants. Par contre, c'est taxé très fortement. Oui, mais il est normal de taxer. Moi, je trouve qu'il serait peut-être normal de taxer les très hauts patrimoines, les héritages sur les très hauts patrimoines, non? De les taxer plus. Alors là, c'est une autre question. Donc c'est pas la suppression, c'est l'augmentation. C'est l'augmentation. Mais c'est ce qu'il dit. Oui. C'est ce qu'il dit. Sauf pour les plus hauts. Patrimoine. Mais les taux marginaux augmentent avec les montants qui sont transmis, sachant que vous pouvez transmettre 100 000 € par an et par enfant tous les 15 ans. Donc si vous organisez un peu... Non, mais parce que les héritages, creusent les inégalités. Oui, non, mais alors ça, c'est un des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence fiscale aussi qui est assez féroce sur cette question-là. Pareil, vous allez voir nos voisins, certains n'ont pas du tout de fiscalité sur les successions et donations, donc certains vont s'établir là-bas pour différentes raisons, et notamment des questions fiscales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce risque, et on le voit dans certains travaux, c'est qu'on a des rentes qui s'accumulent. C'est pas forcément, ils vont aller de génération en génération, et qui sont pas forcément favorables à l'économie. D'abord, il y a la question des inégalités qui est derrière, mais il y a aussi le fait que ces rentes, en fait, créent pas de richesse, réellement.
Et donc, la question des inégalités, elle est sous-jacente à cette fiscalité, c'est comment avoir une fiscalité juste. Aujourd'hui, on a des capitales qui se transmettent de génération en génération pour des montants qui sont importants. Et en même temps, il y a une valeur symbolique extrêmement forte aux successions. C'est que c'est un impôt qui est très impopulaire. Et donc, c'est vrai qu'économiquement, on aurait plutôt tendance à dire, si vous voulez pas créer des sociétés de rentiers, il vaudrait moins taxer le patrimoine du vivant, mais plus à la succession. Or, aujourd'hui, il y a un attachement très fort parce que chacun a envie de laisser, mais c'est les petites personnes mais qui ont envie de laisser. Oui, mais ils le laissent et ils sont exonérés. Voilà, mais dans c'est leur 3% tête, le taux moyen. Et dans leur tête, ils disent on va me prendre. Et du coup, les plus riches, qui savent très bien s'organiser, ne payent pas. Et c'est vrai que du coup, l'argent va à l'argent, quoi. Oui, du coup, ça favorise pas la dynamique. Il y a aussi le problème, le problème de la transmission de l'entreprise. Et par exemple, un vignoble situé dans une région qui tout à coup a pris une valeur considérable, comment gérer la succession? Très difficile. Oui, et parfois, du coup, ça peut partir de France. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de vendre. Et oui, la famille est obligée de vendre. Et là, on est perdant. Et là, on est perdant. Bien, allocation familiale dès le premier enfant est limitée à 3 enfants. Serge Guérin. Alors, on est un peu dans tout à l'heure, parce que vraiment, les familles qui font plus de 3 enfants, c'est pas tout le monde. C'est plutôt des gens issus du Sud, de l'immigration, ainsi de suite. Donc derrière, je pense qu'il y a un petit peu cette idée-là, de manière assez forte, de se dire, il y a des gens... Vous croyez? Je suis pas certain. Je suis pas certain que ça soit. Globalement, un des éléments, c'est celui-là. Les gens qui font plein d'enfants. Oui, voilà. Mais je suis pas certain que. Où on estime qu'il y a des gens qui le font pour ces raisons. Et sinon, c'est l'autre élément, c'est de se dire, la réalité, c'est faire des enfants, c'est un coût. Et donc c'est aussi, si on commence plus tôt dès le premier, d'une certaine manière, on soutient sans doute. Mais c'est normal. La natalité. Moi, je pense que ce serait normal, l'allocation familiale dès le premier enfant. Non, je dis pas du tout que c'est pas bien. Non, ça dépend ce qu'on veut. Non, mais pour ça, on a pour mettre les pieds dans le plat, on a quand même un tout petit sujet sur cette planète qui s'appelle la taille de la population. On a un tout petit sujet qui s'appelle la taille de la population. C'est pas les 66 millions de Français qui jouent. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça s'inscrit dans une réflexion un peu plus large. Par ailleurs, on a aussi, dans un monde aux ressources limitées, un arbitrage à faire entre les jeunes et les vieux, qui est aussi un vrai sujet. Tout à l'heure, on parlait de la santé. Tout ce qu'on donne aujourd'hui dans les années de mauvaises conditions de vie, c'est autant qui n'est pas disponible pour des gens quand ils sont beaucoup plus jeunes. À mon avis, il y a un vrai... Mais c'est un débat difficile. Mais on va pas régler en 30 secondes. Je crois pas qu'il faille opposer les générations comme ça. Mais en termes de ressources, il y a les mêmes ressources pour tout le monde. Donc, il y a une vraie tradition de politique familiale en France aussi. C'est pour ça que c'est à partir du 2e enfant. Mais c'est vrai qu'il y a la question des familles monoparentales qui se pose notamment avec le premier enfant. Donc ça, moi je suis en débat. Il y a d'autres aides, mais au premier enfant. Alors je passe vite. Ça se défend en tout cas. J'accélère un tout petit peu. On est à combien de votes là? J'aimerais savoir. 97 908, on va passer des 98, mais on n'y arrivera 100 000, pas. Je sais pas, ça va être dur. Je suis un peu déçu là. Quand même. Paiement de l'impôt sur le revenu. Vous m'arrêtez si vous voulez dire quelque chose. Paiement de, il faut qu'on fasse court sur chaque intervention. Paiement de l'impôt sur le revenu dès le premier euro gagné. C'est important, surtout que dans le JDD, là, une ministre en a parlé, ça fait beaucoup les médias aujourd'hui. Non, la question, moi je trouve que ça n'a aucun sens. Je vais vous le dire pourquoi. C'est que tout le monde paye un impôt. Alors, la CSG s'appelle pas impôt sur le revenu, mais c'est un impôt sur le revenu qui n'a pas effectivement les mêmes propriétés. La TVA. La CSG qui ressemble. Et la CSG, pour le coup, c'est sur tous les revenus, que ce soit les chômeurs, retraités, revenus d'activité, revenus du patrimoine, vous payez une CSG, sauf que les taux sont fixes et pas proportionnels. Donc la question qui se poserait, c'est est-ce qu'on ne doit pas faire un gros impôt sur le revenu qui rassemble les deux de façon à constituer quelque chose qui soit plus lisible, plus transparent. Je dis juste, par exemple, pour les retraités aujourd'hui, on a 4 taux de CSG. Donc quelque part, on commence à plus rien comprendre. Et faire quelque chose de symbolique n'a pas d'intérêt. Surtout, je veux rappeler quelque chose, c'est que le coût de récupérer la collecte de l'impôt sur le revenu, c'est à peu près 60 € par foyer fiscal. Donc en dessous de 60 €, ça nous coûterait plus cher. Ça coûterait plus cher de collecter. Autant dire faire du symbolique là-dessus, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon, alors il y a aussi fin de tous les régimes spéciaux de retraite. C'est dans les 30. C'est dans les tuyaux, ça. Parce que je vous rappelle que il y a une réforme du régime de retraite qui passerait peut-être sur une sorte de régime à points. Et donc, à partir du moment où on considère, en tout cas, c'est ce que le président de la République a mis en avant,
qu'un euro cotisé ouvre les mêmes droits, la question des régimes spéciaux va se poser. Il y a 42 régimes aujourd'hui et les gens sont convaincus que du coup il y a des inégalités. Donc l'intérêt, ce serait qu'au moins tout le monde a l'impression qu'il est à égalité. Après, ça se discutera beaucoup. Bon, institution vie démocratique, donc réduction du nombre de parlementaires, 577 députés, 348 sénateurs, ça ne vous surprendra pas. C'est dans les 30 pour l'instant, mais... oui, alors d'abord, c'est, j'allais dire, dans le tuyau étatique, puisque c'est quelque chose qui a été déposé devant l'Assemblée nationale l'année dernière, et que si la révision constitutionnelle et institutionnelle reprend, il est probable que cette réforme sera adoptée. Je pense qu'il y a sans doute une idée un peu sanctionnatrice à l'égard des parlementaires. Là encore, l'idée qu'ils sont trop nombreux, enfin ça rejoint ce qu'on a entendu tout à l'heure sur les niveaux de rémunération, etc. Ça pose quand même une question qui est que les parlementaires sont là pour nous représenter et que malgré tout, si on diminue leur nombre, ça veut dire que chacun aura vocation à représenter encore plus de gens. Et quand aujourd'hui on n'entend qu'une des critiques à l'égard des politiques, c'est on n'est pas entendu. Je suis pas sûre qu'en diminuant le nombre de représentants, ça favorise l'écoute d'éventuelles revendications. Mais après, j'entends le message. Là encore, c'est pas ça qui va combler. Introduction de la proportionnelle aux législatives. Là aussi, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. C'est un vieux débat. Oui. Ça a été. On l'a vécu. Si on résume, sous François Mitterrand. Alors, on l'a vécu une fois et dans une configuration particulière, puisque ça a été de la proportionnelle intégrale. 100% de l'Assemblée nationale élue à la proportionnelle. Là, ce qui est proposé aujourd'hui, parce que tout le monde trouve que le scrutin majoritaire a des avantages, notamment le fait de pouvoir dégager une majorité qui permet au gouvernement de mener sa politique. Ce qu'on propose, c'est une dose de proportionnelle. Le problème, c'est que ceux qui veulent la proportionnelle sont ceux qui ne sont pas assez représentés. Et donc, la dose sera jamais tout à fait assez importante pour qu'il le soit correctement. Alors, il nous reste 4 minutes. Je vais vous demander de réfléchir pendant 4 minutes à une proposition que vous feriez, vous. Une proposition. Qui vous semblerait très intéressante. Réfléchissez vite. On va. Oui. Le référendum, suppression de l'ISF, ça vous surprend qu'elle ne soit pas, que ces mesures-là ne soient pas dans les 30 propositions de loi citoyenne. Ça vous surprend? On en a tellement parlé, on pouvait s'attendre à ce que ce soit vraiment... Et ça prouve d'ailleurs que les auditeurs étaient secteurs. Au début, il y a eu un très fort vote au début sur ces propositions, puis après, ça s'est éteint. Ce qu'on remarque quand même, c'est que l'essentiel de « il y en a trop, il en faut moins » concerne le public et pas le privé. Oui. Il n'y a pas en tout cas, dans ce que vous nous avez donné, il n'y a pas de revendications qui concernent les grosses fortunes, les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a quand même, dans les 60... Il y avait 25 000 contributions au départ. Dans les 60, je vais. Il y a les hauts patrimoine. Je vais quand même vous dire, par exemple, qui sont arrivés en tête ce soir. Là. Ah oui, celles qui sont arrivées en tête. Par exemple, inscrire dans la Constitution un taux maximal de prélèvement pour tous les contribuables, une sorte de bouclier fiscal. C'est demandé dans les 60 propositions. Arrêt du versement des allocations chômage si un demandeur d'emploi refuse une offre, quelle qu'elle soit, comme ça existe en Grande-Bretagne ou au Danemark, par exemple. Oui, mais il y a aussi des propositions. Il y a aussi des propositions qui sont des propositions très libérales. Enfin, libérales, tout à fait. Très libérales à repérer les gens en disant celui-là, il fait pas assez d'efforts. On voit bien que c'est non, mais ce que je voulais dire, c'est que la critique a été très dirigée sur les gens du public. Dans les choses qui arrivent. Il n'y a pas de mouvement de grève dans les entreprises, ainsi de suite. Et je trouve ça étonnant parce que encore une fois, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait. C'est une culture de l'État, quoi. Ça va se décider par l'État et pas par les entreprises. Moi, j'ai une question. Et il n'y a rien sur la taxe carbone? Sur la taxe carbone, rien. Alors c'est quand même le début du mouvement. Il n'y a rien du tout. Non, mais il n'y a rien. Alors attendez, je vais vous dire sur l'environnement. Ce qu'il peut considérer. Indexation. Attendez, je vais vous dire. Indexation du prix des loyers. Indexation du prix des loyers sur la qualité de l'isolation et la vétusté du logement. Instauration d'une taxe au kilomètre sur tous les produits pour favoriser les circuits courts. Rendre la taxe d'enlèvement des ordures ménagères proportionnelle au poids des poubelles. C'est revenu assez souvent, ça aussi. Et ça fait débat, d'ailleurs. Ça fait vraiment débat. Qu'est-ce que j'ai encore? Créer un droit au déplacement propre, obliger les collectivités à proposer une alternative à la voiture individuelle, covoiturage, autopartage ou ligne de train. Alors, il y a des choses à creuser dans tout ça. Alors, vos propositions. Il y a des collectivités qui le font. Puisqu'il nous reste 10 secondes. Alors, vos propositions. Anne Levade, si vous aviez une proposition à faire. Je vais rester sur mon terrain institutionnel, puisque c'est pour ça que vous vouliez que je vienne. Alors, j'entends bien que le référendum d'initiative citoyenne, finalement, est peut-être pas aussi prioritaire que ça. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même une demande, et ce qu'on vient de faire le montre, de propositions de la part des citoyens. Et je pense qu'il y a un droit qui existe, d'ores et déjà, mais qui est complètement oublié et pas utilisé par les citoyens. Il ne faudrait pas grand-chose pour le réactiver.
c'est le droit de pétition. Et je trouve que si finalement les citoyens s'emparaient de ce droit, c'est-à-dire saisissaient les parlementaires, et que les parlementaires les traitent différemment. Aujourd'hui, il y a une 30aine de pétitions déposées devant chacune des assemblées chaque année. Autant dire rien du tout. Si en revanche, il y avait un dispositif qui permette en fait aux électeurs, aux citoyens et aux parlementaires de réfléchir ensemble sur certains sujets. C'est-à-dire qu'on atteindrait, je sais pas moi, 500 000 signataires ou 1 million de signataires. Les parlementaires seraient obligés de proposer la loi. Ou le gouvernement. Pas forcément obligé, mais en tout cas qu'il y ait une formule de proposition citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens puissent demander à leurs parlementaires de se saisir de certains sujets. On pourrait fixer un nombre de signatures pas très élevé pour que ça vienne dans la discussion et qu'il y ait un travail de co-rédaction ensemble. Ben Jean-Marc Jancovici, proposition. Alors, puisque c'est l'époque du salon de l'agriculture, personnellement, je pense, alors c'est un tout petit sujet avec l'Europe, mais je pense qu'il faut réencadrer les prix agricoles. Réencadrer les prix agricoles. Oui. Bon. Mathieu Plane. Je pense qu'il faut réfléchir à un impôt plus lisible. Et par exemple, cette question de l'impôt sur le revenu de la CSG doit se poser. Si on veut redonner la progressivité au système fiscal, sachant que maintenant on a le prélèvement à la source et qu'on a augmenté les tranches, les niches, etc. Donc on n'y comprend plus rien. Donc je pense qu'il faudrait repenser ces deux impôts ensemble. Ça, c'est une première. Il va falloir parler de cette taxe carbone. Et moi, je pense qu'il faut une compensation intégrale en faisant quelque chose de forfaitaire qui donne de la redistribution. Mais en même temps, la taxe carbone est importante parce qu'il va falloir un signal prix fort. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'énergie doit être plus taxée. Mais il faut redistribuer pour éviter les effets sur le pouvoir d'achat. Donc distribuer un chèque équivalent à tout le monde. Et en fait, on voit que c'est plutôt redistributif. Et puis moi, j'ai une question autour des emplois aidés. C'est-à-dire qu'on a réduit beaucoup les emplois aidés, les emplois d'avenir pour les jeunes. C'est-à-dire quand le système privé ne les prend pas, en tout cas en emploi, ces jeunes-là, qui sont assez loin du système scolaire, il faut faire quelque chose. Et donc je pense qu'il y a quand même socialement une utilité sur ce type d'emploi. Et Serge Guérin? Je dirais, peut-être, on parle du principe de précaution, je dirais un principe de prévention. Inventer une société de la prévention. Alors la prévention, c'est la santé, évidemment. C'est l'activité physique, c'est la nutrition. La prévention, c'est le logement, l'adaptation des logements. Mais la prévention, moi je dirige un master, j'ai des étudiants qui ont de 23 ans à 58 ans. La prévention, c'est aussi le droit de pouvoir continuer à se former pour justement retrouver un emploi, ainsi de suite. Faire de la prévention, le fer de lance, la pensée générale pour inventer une société. Eh bien, merci. Ce sera la conclusion. 98 381. Nous frôlons. Nous frôlons les 100 000, on y arrivera demain sans les aucun 1700 doute sur RMC. Bon. Merci vraiment à vous tous. Je remercie toutes celles et ceux qui sont venus passer la soirée avec nous en direct ici sur RMC Story. Cette émission Rien n'est impossible. Et d'ailleurs, notre prochaine émission sera consacrée encore aux propositions le 25 mars. Et les propositions, nous les aurons en main, les 30 propositions définitivement, et nous les aurons données à tous les politiques. Nous verrons justement le 25 mars ce qu'ils en font de ces propositions. Bien, merci Anne Nevade, merci Jean-Marc Jancovici, Mathieu Plane et Serge Guérin. Merci et bonne soirée à vous tous.